Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre hors du commun. Alors, ce soir, c'est un numéro assez exceptionnel parce que pour m'accompagner dans l'interview que nous allons faire de Rudy Jacquet, l'auteur de Rennes le Château, Les Sources, le livre qui va mettre tout le monde d'accord, j'ai avec moi Yves Cara. Bonsoir Yves. Salut Antoine, salut à tous. Bah, écoute, c'est un bonheur d'être là sur Miasme TV. Tu m'invites, je viens et ce sera toujours comme ça. Merci beaucoup. Surtout, Bah, écoute, surtout pour discuter avec Rudy. bah voilà, là, nous avons ce soir le plaisir d'inviter quelqu'un qui est en train de secouer un petit peu tout le cocotier du côté de Rennes-le-Château, de remettre un petit peu les choses à plat. Eh bien, j'ai nommé Rudy. Bonsoir Rudy, comment vas-tu? Bravo! Bah, ça va. Bravo Rudy, il est là. Salut Yves, salut Antoine. Salut. Super content d'être avec vous et puis d'explorer le côté paranormal de cette affaire parce qu'il est là, il existe. J'en parle très peu dans le bouquin parce que je voulais pas effrayer les gens, mais on va pouvoir l'explorer parce qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Moi, je pense que c'est un beau témoignage et il faut en laisser une trace. Voilà. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc Rudy, c'est l'auteur de ce livre-là, Rennes-le-Château, les sources, le livre qui va mettre tout le monde d'accord, préfacé par Charlie Sanson. Donc, contrairement à ce qui a pu être dit, ce n'est pas une bande dessinée, hein, même si effectivement il y a, on va dire en préface, un petit manga qui permet de résumer, on va dire, toute la partie en amont du mystère de Rennes-le-Château. Et à mon goût, c'est une mise en peut-être bouche. une mise en bouche, mais pas que, parce que je pense que c'est peut-être la partie la plus importante de ce livre, mais ça, c'est un avis personnel. Et ensuite, il y a l'enquête. Alors, on va pas refaire l'enquête ce soir, hein, parce que ça a été très très bien fait par Nora. D'ailleurs, je vous invite à cliquer sur le lien là pour aller ensuite voir l'émission de Nora que Rudy a faite, qui a vraiment cartonné. Et d'ailleurs, de regarder l'émission avec le livre à côté, parce que comme ça vous permettra d'approfondir hein, les explications qui sont données dans le livre. Donc ce soir, comme l'a dit Rudy, on va explorer le côté un petit peu paranormal de l'affaire. Comment est-ce que Rudy en est arrivé à soudain à se mettre à enquêter sur Rennes-le-Château, à faire toutes ces découvertes-là. En plus, il est jeune, hein, c'est pas un vieux monsieur barbu qui enquête depuis des années. Quoique, hein, il me semble avoir entendu, Rudy, que cette histoire-là, elle a commencé, c'est une date anniversaire, aujourd'hui le 12 octobre, hein, c'était le 12 octobre 95, c'est ça? 92 exactement. Le tout 12, 92, c'est ça, le tout début de l'histoire? Bah, alors avant, je voulais quand même revenir, je suis peut-être pas un vieux monsieur barbu, mais je voulais quand même rendre hommage, c'est que si j'en suis arrivé là aujourd'hui avec mes potes, hein, parce qu'on était quand même 4 dans l'affaire. Alors au début, bah, ça s'est fait avec plusieurs personnes, mais vraiment la recherche sur le terrain, avant la découverte du fauteuil du Christ. Ensuite, c'est vraiment avec 3 de mes amis, et on est tous originaires du lac Léman, hein, du Léman. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, si on est arrivé jusque-là dans cette affaire, on a fait des découvertes, on a réfléchi, mais si le terrain n'avait pas été jalonné par ces vieux chercheurs barbus, justement, eh ben, on ne serait pas arrivé aussi loin qu'on est arrivé aujourd'hui. Donc, moi, je leur rends hommage parce que dans cette histoire, si on n'avait pas été initié par pas le nombre d'auteurs qui ont écrit sur Rennes le Château, mais il y en a énormément et il y en a des très très bons. Et c'est grâce à eux, finalement, hein. Moi, je fais que rassembler le puzzle pour arriver à une solution qui, à mon avis, est la bonne. Et tu Donc as voilà. tu as tout lu quasiment sur Rennes le Château avant de démarrer. Tout lu, Comment t'as non. appréhendé ça? Tout lu, non. Tout vu, pratiquement. Enfin, on va dire tout ce qui est en reportage, émissions de radio, choses comme ça. J'ai pense avoir fait à peu près le tour. Du moins, au niveau des ouvrages, il y en a plus de 600, donc il faudrait acheter les 600 ouvrages. Moi, à la maison, j'ai au moins 200 bouquins sur Rennes le Château et on va Ah dire ouais. 300. Ouais, et on va dire 300 si on rajoute tous les sujets annexes, c'est-à-dire les cathares, les Templiers, Nicolas Poussin, tous les sujets qui vont graviter autour de cette énigme. Ouais, je dois bien approcher les 300 bouquins. 300, 350 bouquins, parce qu'en fait, c'est sans fin. Bah, c'est Puisque, mieux que de collectionner les grenouilles vertes, si tu veux, dans les cendriers, des trucs comme ça, quoi. Au moins, les livres, si tu veux, ça décore, quoi. Pour la famille, non, c'est mais toujours mieux, quoi. ça, c'est super intéressant parce que voilà, comme disait Antoine, moi, je me suis intéressé enfin, disons que Rennes-le-Château, ça m'est tombé dessus. Il y a exactement, bah voilà, en 92, donc ça doit faire 24 ans aujourd'hui, pendant l'émission Mystère. J'étais tout gamin, je regardais cette émission sur TF1. Mais en plus, je trouve que les reportages n'ont pas trop vieilli dans le sens qu'ils sont pas mal foutus.
Et il y a eu cette histoire de la Bessonnière. Et ça m'est rentré dedans comme ça. Alors, ça aurait pu être n'importe quelle autre histoire qui était évoquée à ce moment-là. Et ben non, c'est l'histoire de la Bessonnière. Et ça m'avait marqué, mais du coup, à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait rien. Et donc, pour se procurer un livre qui aurait pu traiter de cette affaire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autre source d'information que de trouver un bon bouquin dans une librairie ou sur un vide-grenier. Et il s'est passé plusieurs années, et peut-être 6-7 ans après, dans une librairie, je tombe sur un livre d'Henry Lincoln. Et, euh, et là, ça a été on va vraiment dire le début de l'aventure. Voilà. C'est-à-dire que c'était dans le coin de ma tête depuis tout petit, et ça a vraiment éclos, on va dire, vers l'âge de 17-18 ans. Et là, après, ça m'a plus lâché jusqu'à aujourd'hui, où j'ai 37 ans bientôt. Donc, Rennes-le-Château, c'était pas mon sujet de prédilection. J'ai plein d'autres centres d'intérêt, mais Rennes-le-Château, c'était pour moi comme une sorte de grande fresque littéraire. Voilà. Chaque auteur amenait Oui, un du bouquin. coup, 92, t'avais quoi? T'avais 12-13 ans. Ben, j'avais 12 ans. Ouais, c'est Et mes ça. parents m'autorisaient à regarder Mystère. C'était la seule émission que j'avais le droit de regarder jusqu'au bout. Donc voilà, moi Là, j'ai mis mon. comme quoi, des émissions comme ça, des choses qui paraissent anodines peuvent marquer un enfant. Ça, c'est toujours quand t'es parent, c'est toujours un truc un peu stressant de se dire qu'est-ce qui va marquer l'esprit de ton enfant et qui va le construire en tant qu'homme et ce qui va l'amener sur une voie pour faire un bouquin, pour chercher. Ça, c'est déjà paranormal, ça, tu sais. Ouais, puis ce qui est assez hallucinant, c'est que moi dans ma famille, on est pas enfin ils sont pas croyants à part les grands-parents, mais je veux dire mes parents non. Mon père est plutôt pragmatique, ma mère c'est une artiste, elle reconnaît pas ses dons médiumniques parce qu'elle fait de la peinture inspirée selon moi. Hein. Voilà, mais j'étais pas dans un univers qui m'aurait amené au paranormal, à l'inexpliqué, au mystérieux et tout ça. Et ça s'est révélé, donc je devais avoir ça en moi quelque part, puisque il y a une vraie passion autour de tous ces sujets qui est née ou qui s'est révélée. Moi, je pense plutôt qu'il s'est révélé. Bah, il y a quand même une fibre artistique déjà maternelle. Ça se transmet, ça, quelque part aussi. Ouais, T'es un peu baigné dedans, parce que tu parles justement un petit peu d'inspiration médiumnique déjà pour ta maman. Donc, déjà, il y a ces vibrations autour de toi, quelque part. ouais. Alors tu sais, Yves, on s'est posé la question parce que avec mes copains, bon bah voilà, cette aventure de Rennes-le-Château, c'était pas. On va dire que on a commencé vraiment les trouvailles il y a plus d'1 an. Et Ouais, le c'est livre, j'ai ça. mis 1 an à l'écrire. Donc moi, l'histoire, elle est déjà derrière. Hein. Puis on discutait avec Yann et on se disait, mais c'est étonnant parce que je sais dessiner, je m'exprime pas trop mal. Écrire, c'est pas bon, j'arrive à peu près à tourner mes phrases. Je me dis, mais est-ce que finalement, c'est pas des facultés que j'ai eues parce que ce livre devait exister un jour ou l'autre et je suis né avec ces facultés pour pouvoir un jour réaliser ce bouquin. Alors c'est une interrogation qu'on s'est posée, hein, c'est pas forcément. Mais si ce bouquin devait exister un jour, il fallait avoir des facultés, des possibilités de le réaliser et je les avais. Et quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Donc voilà pourquoi Ouais, j'ai c'est pas fait ce mal. bouquin. Ouais, bon, cela dit, tu aurais pu ne pas dessiner, ne faire qu'écrire ou faire dessiner par un autre, mais c'est toi qui as vraiment tenu à ce projet de bout en bout et qui a tout réalisé. Ça, c'est fort. Ouais, alors ça c'est encore un autre problème, c'est-à-dire que nous on avait des trouvailles. J'ai commencé, on a découvert le fauteuil du Christ, et ainsi on a été sur le terrain, on a fait plein de trouvailles. Et on sait que dans le milieu de Rennes-le-Château, dans ce milieu-là, la moindre info qui fuite, c'est récupéré, ça peut être repris par C'est ça. quelqu'un. Donc on l'a vraiment fait en circuit fermé, on est resté entre nous, et même la question de l'éditeur se posait parce que sans prétention, hein, mais au fil de l'écriture du livre, parce que j'écrivais le livre en même temps qu'on faisait les recherches. C'est-à-dire que j'avais pas la finalité du bouquin, que je l'écrivais quand même. Et je le dessinais aussi en même temps. Je me suis dit, Ah, ben, le travail se fait en même temps. Donc c'est une sorte de Alors, carnet de route, hein, ce livre. c'est d'ailleurs, voilà, c'est vraiment peut-être ça qui donne ce sentiment de carnet de route, d'être là à suivre le raisonnement sur tes recherches et à découvrir en même temps que toi. Je comprends mieux du coup pourquoi moi j'avais ce sentiment en lisant le livre. C'est parce qu'effectivement, si tu écrivais en même temps que tu faisais tes recherches et tes trouvailles, on est dans un pur carnet de route et qui permet de se mettre à ta place et de découvrir les choses en même temps que toi. Par rapport à l'éditeur, c'est-à-dire que même un livre comme celui-là, qui révèle beaucoup de choses, puisque, comme je l'explique, moi, mon livre, il est étayé, il est vérifiable, c'est vraiment pas de la fabulation, je pars pas dans le mysticisme. Il y a eu beaucoup de livres sur Rennes-le-Château qui partaient un peu dans cet ordre-là.
Et un éditeur aurait pu me l'acheter en quelque sorte et ne pas l'éditer parce qu'il peut mettre à mal pas mal de livres sur Rennes-le-Château du fait que celui-là est relativement étayé. Et s'il amène vraiment à la solution, ce que moi je crois, mais après voilà, on attend de voir, il va en quelque sorte briser le business. Mais bon, comme dans toute quête, il faut bien qu'à un moment donné, s'il y a une solution, il faut qu'elle soit donnée. Il faut bien que quelqu'un la donne et la trouve. Donc l'éditeur, c'est Warcadia, c'est donc ta moi. maison d'édition. C'est moi-même. Et pourquoi ce nom, Voilà. Warcadia? C'est la composition de l'Arcadie et de la guerre. Ouais, c'est super étonnant. La guerre en parce que, Arcadie. ouais, mais on parle de l'Arcadie, il y a les bergers d'Arcadie, il y a un peu tout ça, mais il y a Warcadia. Est-ce que ça va pas déclencher la guerre dans l'Arcadie, hein? On peut se poser la question. Warcadia, en fait, c'est pas du tout ça. Aucun rapport avec un titre de maison d'édition. C'est que avec un de mes amis, mon meilleur ami avec qui on a fait l'aventure, on était 4, mais lui, il en faisait partie. On a toujours, hein, bon, il est en sommeil, un projet de bande dessinée. Et le monde dans lequel il vivait sur la planète de Warcadia. Et ce nom, on l'a fait déposer à l'INPI pour pas se le faire piquer. Et ce nom restait à l'INPI, le projet de BD se faisait pas. Je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu m'autorises à utiliser le nom pour créer la maison d'édition? Il me dit, il n'y a pas de souci, donc c'est pour ça qu'il y a Warcadia. Et finalement, il y a ça corrobore l'histoire de Rennes-le-Château avec l'Arcadie et tout ça. Donc, oui, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que voilà, on va commencer à accumuler un petit peu là tous ces bizarreries, ces hasards, bon, et on verra que c'est peut-être pas du hasard, tout ça, c'est synchronicité. Finalement, ce projet de BD Warcadia, tu l'avais eu avec ton pote quand? Il y a très très longtemps. Alors, je m'intéressais déjà à Rennes-le-Château, mais sans avoir encore la totalité des arcanes. À l'époque où on a créé ce nom et on a créé elle existe, hein, cette BD, elle est en storyboard, il y a déjà des pages qui ont été faites. Le nom Warcadia est peut-être né il y a, je sais pas, peut-être 25 ans, je sais même pas. Mais sans lien avec Rennes-le-Château, c'est par la suite que c'est étonnant en fait. Oui, voilà. Il y a vraiment une boucle qui se fait. Hein, ça vient de loin et peut-être même de plus loin qu'on imagine. Est-ce que avec ce reportage qui t'a touché, t'as pas essayé, pourquoi pas, d'aller voir du côté d'essayer de faire une hypnose régressive pour voir si dans une autre vie, tu n'aurais pas été du côté de Rennes-le-Château ou un truc comme ça. T'as pas été testé ça, non? Non, mais tu sais, Yves, c'est très très marrant ce que tu dis parce que du coup, moi, quand je vais à Rennes-le-Château et dans la région, mais je me sens chez moi. C'est quelque chose de viscéral. Tu dis dans le bouquin, ouais, c'est ça, ouais, ça semble évident. Ouais, ça. Mais tu sais, c'est un peu comme s'il y avait un appel. Mais je pense qu'on est beaucoup, parce qu'il y a j'ai eu beaucoup de retours suite à l'émission de Nora, puis suite à des gens qui ont acheté le livre. Il y a énormément de gens qui se sont sentis attirés par ce lieu. Il y a quelque chose. Ça, c'est intimement, c'est une conviction intime. Il y a vraiment quelque chose. Autant on peut fabriquer un mythe. Gisors, c'est plus ou moins fabriqué. Il y a énormément de sites qui sont même lourdes. Enfin, il y a peut-être eu quelque chose, mais je veux dire, au bout d'un moment, tu sais, à force d'aller dans un lieu, il y a un égrégore qui se crée autour de Bien sûr, mais complètement, bien sûr. Le meilleur exemple, c'est Disneyland. Hein. Avant de rentrer, t'es déprimé, tu rentres à Disneyland, t'es joyeux parce que l'égrégore est tellement puissant que t'es à Disneyland et tu oublies le monde hein, quand t'es à Disneyland. Tu es chez Mickey, il n'y a pas de souci. Et Rennes-le-Château, on pourrait penser que ça crée un peu cette ambiance-là, qui en fait pas vraiment parce que autant, oui, sur le site même de Rennes-le-Château, tu peux ressentir une certaine atmosphère, mais autant tu peux te retrouver à Rennes-les-Bains ou dans la forêt ou vers certaines pierres et ça marche. Donc c'est pas fabriqué. Il y a vraiment tu sais, c'est un lieu qui est vraiment en énergie, mais c'est quelque chose de. Alors ceux qui ressentent les énergies, mais il y a vrai. T'es bien. Je sais pas comment t'expliquer. T'es bien et t'es hors du temps. Ça, c'est quelque chose qui. Je suis jamais allé moi quand même. Hein. Vraiment, j'ai un tour là-bas. Je suis jamais allé à Rennes-le-Château, à Rennes-les-Bains, rien du tout. Alors Rennes-les-Bains, c'est beaucoup moins touristique, c'est moins visité et tout, mais il y a quand même quelque chose. Alors après, voilà, est-ce qu'il y a des gens qui vont être sensibles, d'autres qui vont l'être un peu moins, mais ouais, c'est la terre du mystère, le Razès, quand même. Il y a beaucoup d'étrangers qui y vont, hein, j'ai l'impression, à Rennes-le-Château. Hein. C'est un secret qui est largement sorti des frontières. Hein. C'est très très drôle parce que moi, depuis que le bouquin est sorti, j'en parle autour de moi et tout. Et en fait, finalement, il y a très très peu de gens de mon entourage qui connaissent. Alors, tu leur dis le Code da Vinci, ils vont savoir. Donc, tu vas leur dire que c'est ce qui a servi de genèse au Code da Vinci. Mais Rennes-le-Château est très très peu ou très mal connu, du moins. À part un petit groupe, si tu veux.
Mais par contre, tu as déjà. C'est pour ça que dans la BD, je mets plein de touristes un petit peu atypiques. Mm. Tu vas avoir des Chinois, des Japonais, des Allemands, beaucoup d'Anglais, énormément d'Anglais qui s'intéressent à cette histoire, des Américains, des Australiens. C'est mondialement connu. Et comme Ouais, d'habitude, c'est vrai. tout ce qui est... et en France, très peu. Très peu. Moi, je trouve très peu. Ça me semblait vachement plus connu que ça. C'est bon, tu vas rendre plein de livres à l'étranger, tu vas traduire en américain, en anglais, en espagnol et en portugais, et ça va être bon. Mais ça serait, non, mais ça serait génial. Mais Ouais, la ouais, nature. bien sûr. Mais, ouais, pourquoi pas. On verra. Hein. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu finalement des 4 compagnons que vous étiez qui sont dans cette histoire? Parce que c'est vrai que plusieurs fois tu les cites. Alors, est-ce qu'ils préfèrent rester dans l'ombre ou est-ce qu'on peut les citer? Alors, je vais citer les prénoms puisque je les ai cités chez Nora. Mais si tu veux, pour vraiment faire vraiment la genèse, parce que vraiment au tout départ, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rencontre BTLV à Rennes-le-Château. Donc, c'était déjà en 2014. Et c'est à cette rencontre-là que tout s'est produit. C'est-à-dire que les gens devaient se rencontrer à ce moment-là. Et j'ai rencontré le couple, donc j'étais avec mon épouse, et nous avons rencontré déjà la veille de la journée BTLV au casino, pas le casino, pas le supermarché, hein, le casino pour jouer, à Alette-les-Bains, donc qui est quand même assez éloigné de Rennes-le-Château quand même. Et on a rencontré le couple Tonnerre, monsieur et madame Tonnerre, qui, et on s'est vus et on s'est, entre guillemets, reconnus. Mais il s'est passé un truc. Vous faites quoi ici? Vous êtes machin? Et elle avait bien senti qu'on était un peu étrangers et tout. Je dis ouais, on a une rencontre avec d'autres personnes demain à Rennes-le-Château. BTLV? Ouais, BTLV. Et voilà. Et là, la rencontre s'est fait comme ça. Non. Et c'était étonnant parce que à une demi-heure, on les loupait. Si on n'avait pas été là, on les loupait. Et on les aurait peut-être vus le lendemain, mais comme on les aurait peut-être pas croisés plus que ça, et là, on a discuté toute la soirée. On s'est retrouvés le lendemain à Rennes-le-Château. On n'a quasiment pas fait la visite guidée qui était faite par la radio. Et du coup, j'ai rencontré Charlie Sanson et là, il s'est créé aussi quelque chose. Il y a un lien qui s'est créé à ce moment-là avec lui. Il y a eu plein d'auditeurs qui lui ont parlé, donc voilà. Mais avec lui, il y a eu une discussion. Voilà. Et puis le couple Tonnerre, on a continué à rester copains avec eux pendant pratiquement une année. Et puis on a dessiné l'année d'après de retourner monter le Bugarache. C'était l'idée. Donc on retourne à Rennes-le-Château, donc les 4 et mon épouse et le couple. Et puis finalement on monte pas au Bugarache parce que ça nous semblait haut et tout. Et on va faire un petit tour vers Rennes-les-Bains. Et on s'arrête à un endroit. Et on va pour se baigner, il faisait chaud, c'était l'été, c'était le mois d'août. On se baigne, et puis moi, toujours très curieux, et puis un peu comme appelé, je me dis, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Je sais pas pourquoi. Et je vais plus loin, je continue à marcher. Ça glissait, c'est galère et tout. Et d'un coup, dans la roche, un trou, comme un fauteuil. Tu sais, il y a le fauteuil du diable à Rennes-les-Bains, le fauteuil du diable que tout le monde connaît, tout le monde va le visiter, à côté de la source du cercle. Et là, dans la nature, un autre fauteuil. Et ce fauteuil, ça se voyait que c'était artificiel, c'était pas la roche naturelle, c'est vraiment un éclat de la roche qui est en moins, c'est vraiment un fauteuil, à l'instar du fauteuil du diable. Et là, je me dis, mais il y a un deuxième fauteuil du diable, mais on l'a jamais vu, jamais dans un ouvrage ça a été montré, rien du tout. Et je m'assois dedans, et là, je regarde un peu le décorum qu'il y a autour, et je me dis, mais là c'est exactement, bon, on n'a pas les images, mais chez Nora, on pourra les voir. Je me dis, mais là, c'est exactement la représentation du tableau de Rennes-les-Bains. C'est la même chose. Et ça, c'est le point de départ. L'histoire, elle commence comme ça. Et le jour où je comprends, donc on en discute, hein, on est quand même 4 à en discuter. Le jour où je comprends que ça, c'est forcément un jalon de l'énigme et que ça a du sens par rapport à l'église de Rennes-le-Château, je commence à élaborer Je connais bien l'histoire, je connais tous les éléments de l'église, je connais tous les éléments qui ont déjà été soulevés par des chercheurs. Et à ce moment-là, je me dis, il y a vraiment un truc. Et là, j'arrive à élaborer une théorie. Je me dis, ça y est, peut-être que ça. Est-ce que le Christ représenterait la tour de verre par rapport à Rennes-le-Château, le diable à Tour Magdala? Est-ce que ce moment-là, il n'y aurait pas une histoire d'échiquier? Parce que dans l'église, voilà, il y a l'échiquier au sol. Et là, il y a un début de théorie qui commence à se créer. On rentre en Haute-Savoie. Et là, je commence à griffonner, machin. Je me dis, ouais, mais ça tombe sur une zone assez précise quand même. Bon, j'explique pas tout le décodage, mais dans le livre, c'est tout expliqué. Et j'ai mon copain Yann qui me dit, allez, on y va, dès que tu veux, on y va. Je dis, ouais, mais ouais, on sait pas, est-ce qu'on va vraiment trouver quelque chose? Il me dit, c'est pas grave, on y va, de toute façon, on va se balader. On prend Clément avec nous. Clément, c'est le plus jeune de la bande.
Et on y va. Et c'est là où tout a commencé. On a été sur le lieu. On n'a pas tout trouvé tout de suite, mais on a commencé à trouver des premiers éléments. On a pris des photos. Moi, une fois de retour en Haute-Savoie, j'ai recomparé les photos avec certains détails des tableaux de la fresque de l'église. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose de fort. C'est qu'on avait déjà les premiers rochers qu'il y avait sur la fresque. Et je me dis, mais putain, les mecs, je dis, mais franchement, réalisez le truc. Je localise un endroit sur une carte. On n'y a pas encore été. On va sur cet endroit et on a les mêmes détails que sur la fresque. Je dis, j'aurais pu avoir un tracé qui m'aurait posé sur une baraque, qui m'aurait posé en plein milieu d'une route, en plein milieu d'un champ. Je dis, non, là, on est vraiment dans un endroit dans la forêt. Et une fois sur le terrain, on commence à avoir le début qui commence à se dérouler. Je dis, tu sais, c'est pas des bêtises. Les deux fauteuils rentrent en corrélation avec le codage, d'autres éléments, mais ça, c'est plutôt dans le livre. Et je lui dis, et là, on se met d'accord et on se dit, ouais, il y a vraiment quelque chose. On a loupé quelque chose. On n'avait pas tout le décodage, donc on a loupé quelque chose, mais on avait déjà le prémisse que quelque chose se passait. Mais donc, pendant cette fameuse excursion, mon copain Yann me dit, oh, de toute façon, le lieu est tellement chargé en énergie que même le plus doux des agneaux devient terrible. Tellement, on a fait que s'engueuler une fois qu'on était sur le lieu. Hein. Et Yann dit, non, mais de toute façon, c'est n'importe quoi, ton codage, ça mène à rien, il y a que des rochers et tout. Moi, je te dis, faut aller là-bas. Il dit, mais non, mais Yann, il faut rester dans la méthodologie du décodage. Sinon, on va faire comme tous ceux qui ont cherché un peu n'importe où, n'importe comment. On ne suivra pas une méthodologie et ça peut pas marcher. Je dis, Yann, ça sert à rien que tu ailles là-bas. Il dit, si, il faut que j'y aille. Je sens qu'il faut que j'aille là-bas. Effectivement, on arrive vers une sorte de ravin. C'est pas non plus, on le voit dans la BD, hein, c'est pas un ravin qui est très très haut, c'est faire une dizaine de mètres. Et ce ravin, il est tout en long comme ça. Et Yann prend un passage. Mais il aurait pu prendre un passage 5 mètres plus haut, 5 mètres plus bas. Et on loupait le crocodile. Et le crocodile, on le voit à ce moment-là. Et Clément s'allonge dessus, dit, oh, dis donc, on dirait le rocher du roi lion. Donc il s'allonge dessus. Puis moi, je commence à descendre, puis je tourne la tête, puis je dis, mais ce crocodile, enfin, cette pierre ressemblait vraiment étrangement à un élément de la fresque. Mais bête comme j'étais tellement persuadé qu'on allait trouver dès le premier coup, j'avais même pas pris les livres où il y avait la fresque qui était représentée. Donc j'étais trop orgueilleux à ce moment-là, assez humble. Et du coup, je prends en photo ce croco, mais l'image est un peu floue, c'est pas terrible parce qu'il y avait le ravin, il fallait qu'on se dépêche. Et c'est en revenant en fait qu'on a analysé la fresque. Et je dis à Yann et à Clément, je dis on est passé devant. On est passé devant le croco. Le truc c'est sous le croco. Parce qu'après j'ai continué à décoder, j'ai continué à travailler et tout rentrait en corrélation autour de cette zone. Donc on y est retourné une deuxième fois mais tu sais c'est très très étonnant quand je parle de paranormal, c'est que on a trouvé les premiers yeux de la fresque donc la première fois. Yann s'est énervé comme il peut le faire de temps en temps et il part dans un sens, mais il aurait pu partir à droite ou à gauche. Et non, il part dans un sens précis, il monte à une certaine distance, il commence à descendre à un certain endroit. Et comme je te dis, à 5 mètres près, à 5 mètres, on ne le voyait pas. Oui, c'est ce qui est surprenant dans ce que tu racontes, c'est que finalement les deux découvertes majeures en termes de jalons qui va vous permettre après de pouvoir faire cette sorte de carte au trésor, hein, on va dire. À chaque fois, c'est une sorte d'intuition, d'appel, de quelque chose plus fort que vous qui vous amène sur les lieux. La première fois, c'est toi qui va du coup crapahuter à travers les ronces, etc., pour tomber sur le fauteuil. La deuxième fois, c'est ton pote, alors que toi, tu es en train de lui dire non, attends, bah oui. On a une méthode, on la suit. Finalement, c'est presque, on reste cartésien, on a trouvé une méthode, on va rester dans la méthode. Et lui, non, moi je sens que il y a quelque chose là-bas, il faut y aller. Donc il y a quand même quelque chose derrière qui vous pousse. Est-ce que vous êtes senti finalement guidé Ouais, alors, moi je l'explique pas dans le livre, mais il faut savoir que, en fait, on a tous des degrés d'ouverture, c'est-à-dire d'être éveillé. C'est-à-dire que ce soit Clément, Yann ou moi, on est les trois végétariens, donc des gens ne touchent pas à la viande, on médite. Et automatiquement, Yves pourra peut-être confirmer, mais il y a des trucs qui se passent. Il y a des perceptions qui s'ouvrent, il y a des ressentis. C'est une sorte d'éveil, si tu veux. C'est très spirituel, mais on se sent porté par quelque chose, on le sent. Et je ne sais plus quelle était la question, mais non, effectivement, par rapport à tout ça, par rapport à
à cette hypersensibilité finalement que moi je trouve qui est un peu développée quand on consomme pas de la viande morte, quand on médite. C'est vrai qu'on purifie, on purifie, on nettoie un petit peu tout ça. Et effectivement, je pense, et ça correspond à ce que vous avez vécu, que dans certains cas, il y a des choses qui se passent évidemment inexpliquées, on est un petit peu guidé, mais sur le moment, on s'en rend pas compte, c'est après, je pense. Souvent, on se dit, putain, c'est con, je l'ai pas vu, mais c'est tellement évident que j'ai fait ça parce que j'étais dans le lâcher prise et que c'est parti. Donc finalement, son énervement Ouais, l'a le lâcher peut-être prise. mis dans une sorte de lâcher prise, et puis il est parti dans cette direction, mais ouais, il y a pas, moi j'ai lu le bouquin, j'ai pas tout compris sur parfois sur le truc 21 degrés tout ça, mais 16 degrés. 16 degrés. Mais il y a un 21 degrés non aussi. Non, il n'y a Pas pas de 21 degrés. 21. 16, alors, 16. 16 Et degrés. ouais, il y a même dans tes interprétations, il y a une sorte de guidance, quoi. On sent que Mais c'est il ça. y a quelque chose de plus, en plus des preuves sur les fresques et les photos qui sont, alors là c'est même pas discutable. Mais c'est Les choses, ça. on n'étudie plus, là. Hein. Mais en fait, si tu veux, c'est excellent, c'est-à-dire si tu aurais voulu faire un scénario de film, tu sais, quand tu fais des films chorales où tu prends plusieurs personnages et finalement chacun a ses attributs. C'est-à-dire que Clément, qui était le plus jeune de la bande, a des ressentis très puissants. C'est-à-dire que on lui avait mis dans les mains le livre de l'abbé Boudet. Alors, à savoir, c'est que Yann avait des connaissances de Rennes-le-Château, mais très limitées. C'est-à-dire que lui, il a pas lu pendant 20 ans sur Rennes-le-Château, il connaissait l'histoire. Lui, son approche qu'il avait de Rennes-le-Château, c'était le reportage qu'il avait eu avec Jimmy Guilleux. Alors, tu vois, ça date déjà de certaines années. C'est vieux, ça. Hein. Et ouais, c'est vieux. Et Jimmy Guilleux qui a travaillé avec Charlie Sanson, hein, c'était des amis. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent encore une fois. Ouais, bien sûr. Et Yann avait une vision très, très surnaturelle de Rennes-le-Château. Donc, lui, c'était sa vision. Clément connaissait quasiment pas. Et moi, j'avais une vision assez pragmatique et on va dire, entre guillemets, j'étais l'archiviste. J'avais à peu près tous les dossiers en tête. Et Clément, on lui a mis le livre de l'abbé Boudet dans les mains et on lui a dit, mais qu'est-ce que tu ressens? Et il ferme les yeux, il se concentre et il me dit, mais je vois des croix, je vois des ronds, je vois des angles, je vois tout ça. Sans vraiment savoir la teneur du bouquin, comme quoi il était codé et comme quoi il y avait vraiment la possibilité, en suivant le décodage que je donne, et on en reviendra à l'abbé Boudet parce qu'il s'est passé aussi pas mal de choses avec lui. Voilà, donc en fait, finalement, chacun a trouvé un élément. Ça, c'est tout. C'est un scénario de film, si tu veux. C'est vraiment. C'est du vraiment. Lelouch. Les gens des destins et des vies qui se retrouvent pour Oui. avoir un but qu'ils ne connaissent pas, qui se dessine petit à petit. Vous avez été hyper vite, je trouve. Bon, en un En fait, an, je trouve que la rapidité de. C'est pour ça que cette rapidité-là démontre, sans dire de quoi, démontre que il y avait une maturation qui était là, quoi. Parce qu'en un an, ton bouquin il sort et tu le sors, tu l'édites, il est vendu, il y a une BD, il y a tout ça. Et tout ça, c'était, tu sais, comme les volcans, la puissance s'accumule et quand ça sort, pouf, ça explose, quoi. si tu veux, et ça c'est la chose, tu sais, plus on a évolué dans cette affaire, parce qu'on y était en novembre 2015, on y est retourné en mars 2016 à 4 avec Cyril ce coup-ci, et on y est retourné en avril, on a fait un week-end aller-retour parce qu'on voulait vraiment reconfirmer ce qu'on avait vu, au mois d'avril. Donc ça s'est passé sur 3 voyages. Donc, Non, mais, Rudy, excuse-moi, ce qu'il y a de fou, c'est que tu y étais jamais allé avant. si, plein de fois. Ah, Mais on visite. bon. Oui, mais en Ah, visite. d'accord. Je croyais que tu y étais jamais allé avant. Si, j'y étais plusieurs fois, j'y ai rencontré des gens, j'ai ressenti le lieu, je me suis baladé dans ce qu'on appelle le Cromlech de Rennes-les-Bains, c'est-à-dire toute la zone délimitée par Boudet dans son bouquin. J'ai été à Rennes-le-Château, j'ai fait plein de choses là-bas, mais jamais longtemps, et finalement, ouais, peut-être une dizaine de fois maintenant, mais pas plus, sur 20 ans, une dizaine de fois, ouais. Mais c'était pas le moment. C'était pas le moment. Et ben voilà, et plus on en a parlé, et plus on s'est dit, il y a un timing. Et il y a vraiment Bien un sûr. timing. Bien sûr. C'est-à-dire que, tu sais, quand les choses doivent se faire, elles se font. Tu sais, on parle souvent du libre arbitre, on parle de la matrice, on parle de tout ça. Le libre arbitre, on aurait pu l'avoir en disant on arrête tout. On avait le libre arbitre de dire on arrête tout. Mais on était tellement porté dans cette affaire, parce encore une fois, on l'a fait à plusieurs. Moi, j'ai simplement décodé moi, je me suis occupé de toute la partie théorique et de la partie aventure. C'est vraiment chacun a eu son rôle. Moi, tout seul, j'aurais pas trouvé, si tu veux. La théorie, oui, mais sur le terrain, la pratique et tout, non. C'est vraiment.
c'est ce qui te fait dire qu'il y a des destins croisés, qu'il y a des itinéraires croisés et qu'il y a comme une matrice qui font que les gens doivent se rencontrer à un moment. Et je vais te donner un exemple. On va revenir au fauteuil du Christ quand je le découvre à l'été 2015. Donc, on est avec le couple Tonnerre, je suis avec mon épouse et une autre personne. Et au moment de partir, Pascal fait ses lacets sur le côté du fauteuil. Et là, on voit les fameux 3 cubes qui normalement devaient apparaître sur le tableau. Parce que moi, au début, le fauteuil du Christ, je me dis, c'est pas ça, c'est pas le tableau de Rennes-les-Bains. Parce qu'il y a bien le fauteuil, il y a bien le dolmen qu'on voit au fond, mais il n'y a pas les 3 cubes qu'on voit sur le tableau. Et c'est Pascal, en faisant ses lacets avant de partir, qui dit, oh, c'est marrant ces 3 cubes qui sont au sol. Ben, je lui dis, ben, on a le fauteuil, on a les 3 cubes, on a le dolmen, c'est ça. Si elle fait pas ses lacets, on passe à côté des 3 cubes et on rate le fauteuil du Christ. On se dit c'est ça, ça ressemble, mais c'est pas ça, et on n'a pas la certitude. Si tu veux, dans cette affaire, pour avancer, il faut qu'à chaque élément, tu aies la certitude que ça soit le bon. Si tu pars sur de l'approximatif, tu vas cafouiller au bout d'un moment. Là, chaque élément fallait qu'il soit prouvé et étayé. Si c'était pas le cas, je faisais pas le bouquin. Il fallait qu'à chaque fois, c'est comme dans l'histoire de la révélation des pyramides. Un élément, une preuve, on continue. Si on n'avait pas ça, je continuais pas. Parce que je me dis, je vais publier, je vais me faire incendier par les mecs, parce que à la moindre erreur, on va pas me louper. Mais si à chaque fois que j'ai un élément et je prouve qu'il est reconnaissable et que c'est bien ce qui a voulu être dit, alors on continue l'aventure. Alors, par contre, Rudy, du coup, moi j'avais une question sur le fait que tu sois guidé comme ça sur tes recherches, sur les endroits que vous trouvez, etc., on va dire. Est-ce que tu penses que si c'était pour trouver un trésor d'or sonnante et trébuchante, vous seriez guidé pour ce genre on va dire, de bassesse matérielle? Est-ce que s'il y a guidance, est-ce que si finalement vous êtes en train de réaliser une prophétie, on va y revenir dans quelques instants dessus, c'est peut-être pour quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus grand qu'un simple trésor? Mais moi, la thèse du trésor, je l'ai vaguement expliqué chez Nora, mais dans mon bouquin, j'en parle très peu. Mais j'ai jamais adhéré plus que ça à la thèse du trésor. Alors, ce que je disais, c'est que qu'il y ait un trésor dans la région, le trésor des Visigoths, historiquement parlant, il y a une partie qui pourrait y être restée. Ça, c'est complètement possible. On a eu de grandes discussions avec Charlie Sanson, justement, par rapport à ça, parce que lui, il a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a de grandes chances que dans ce qu'on appelle le Haut-Razès, il y ait un trésor enterré quelque part. Après, à savoir, est-ce que ce trésor est en lien avec ce que les curés ont bien voulu coder? Il n'y a peut-être aucun lien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les curés ont laissé un message par 3 moyens différents, c'est ce que j'explique dans mon bouquin, ça s'appelle les sources, parce que moi je n'ai travaillé que sur ce qui était sources dites authentiques, c'est-à-dire les sources contemporaines des abbés, c'est-à-dire la langue celtique, enfin le livre La vraie langue celtique qui est édité par Boudet en 1886, tout le domaine de Rennes-le-Château qui a été terminé en 1905 et dont la construction a commencé. La restauration et la construction s'est étalée, on va dire, de 1891 à 1905. Et après, il y a une dernière chose, c'est la publication de la CESA, c'est la Société des sciences de... Enfin, j'ai plus vraiment le terme exact, mais bon, voilà, il y a une excursion à Rennes-le-Château qui a été éditée, et cette excursion était dans le bulletin de la Société des sciences. Et finalement, ce bulletin qui était perdu dans les publications de cette société a été édité à part, dans un petit tiré à part de 8 pages, qui reprend uniquement cette excursion. Et dans mon livre, je le montre très bien, c'est que dans ce petit bulletin de 8 pages, il y a la représentation de la pierre tombale de la Dame d'Aupoul. La Dame d'Aupoul, c'est la dernière seigneuresse du lieu de Rennes-le-Château. Et cette pierre tombale, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas où. On pense qu'elle est à Carcassonne-Cité, mais cette pierre tombale, on l'a jamais vue physiquement. Mais ce relevé existe, du moins dans cette publication. Et ce relevé est plein d'anomalies, plein de choses un peu étranges. Et moi, je le prouve clairement. Si tu reprends la page de garde de ce tiré à part et que tu le compares à la pierre tombale, la page de garde de ce tiré à part est le mode d'emploi qui va te permettre de décoder la pierre tombale. Et si tu lis l'ensemble de l'excursion, tu as des éléments qui vont te permettre de décoder la pierre tombale et qui va t'amener au même endroit, je le prouve sur carte, il n'y a pas de souci, au même endroit que le domaine de Rennes-le-Château, parce qu'il faut prendre l'ensemble du domaine, c'est-à-dire l'église plus le domaine avec le parc et tout, et qui va t'amener au même endroit que la langue celtique.
Voilà. Donc, on a 3 sources authentiques contemporaines de ces abbés codeurs, puisque finalement, même encore aujourd'hui, bien malin celui qui pourra dire qui est l'auteur de toutes ces sources. Peut-être que c'est que l'abbé Boudet, peut-être que c'est l'abbé Boudet avec d'autres personnes. Est-ce que l'abbé Saunière a joué son rôle là-dedans? Moi, je crois pas, parce que du coup, en 1886, la langue celtique donne déjà la solution, et le domaine de Rennes-le-Château est construit bien après. Donc, Saunière, finalement, voilà, Saunière n'a pas pu créer le codage de Rennes-le-Château, à mon sens, hein, puisque Oui, tout alors était là, pour le coup, tu mets un grand coup de balai dans ce mythe-là où tout le monde focalise sur la Bessonnière et puis au final, de moins en pour moins, toi, parce c'est qu'il y a... juste un instrument, un outil. Un utilisateur, en fait. Voilà, Bah, c'est ce que je mets dans la BD, en fait, c'est que Ouais. la Bessonnière, on va entre guillemets, le sponsoriser pour pouvoir se servir de son lieu, finalement, pour coder dans la pierre le secret, finalement. Mais pour plein de raisons, parce que c'est ce que j'explique bien dans le bouquin. Pourquoi il y a un livre, pourquoi il y a un domaine, et pourquoi il y a encore un tiré à part. Le livre, c'est simple. Il a été tiré, on n'a pas les chiffres, mais on pense qu'il a été tiré à 500 exemplaires, et une partie aurait été détruite puisqu'il ne se serait pas vendu. C'est un livre assez biscornu, c'est un livre très difficile à comprendre, avec une théorie de la langue primitive des hommes qui serait l'anglais moderne. Il y a toute une démonstration par rapport à ça dans le bouquin. Et le bouquin, finalement, a été rayé et est tombé dans l'oubli. Donc, l'opportunité de coder ce secret dans les constructions de Rennes-le-Château était une super opportunité, puisque la pierre, finalement, elle bouge pas. Et dans le domaine, et ça, je le prouve, dans le domaine, le secret est codé à plusieurs endroits différents. Et j'en ai compris le sens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est codé dans des constructions, les constructions peuvent subir avec le temps des modifications ou même des destructions. Plus tu répétais le secret, plus tu avais de chances qu'il persiste dans le temps. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a à peu près tous les éléments qui sont encore là. On a de la chance, mais il y aurait pu avoir une destruction. Le calvaire aurait pu être enlevé, le pilier de la Vierge à Rennes-le-Château aurait pu être détruit, l'église aurait pu être restaurée, il y aurait pu avoir d'autres choses, et tout se perdait à ce moment-là. Alors que si tu le répètes à plusieurs endroits, bah, tu conserves des chances pour que le secret perdure dans le temps finalement. Ouais, tout ça, c'est imparable. Et puis tu le démontres vraiment très très bien. Moi, je le Mais démontre. Après, des gens ne vont peut-être pas adhérer parce qu'il y a encore le mythe de la Bessonnière comme étant le cerveau du groupe, comme étant l'instigateur de tous les codages. Mais c'est très simple. Il suffit simplement de réaliser que le codage est déjà dans la langue celtique de l'abbé Boudet en 1886 au plus tard, hein, parce que la date 86 sert au décodage. Donc peut-être que le livre a été écrit déjà bien avant. Rien que ça prouve déjà. La Bessonnière arrive à Rennes-le-Château en 1885. Donc, il se passe un an, on va dire, entre l'arrivée de Saunière et la publication du livre. Un an, c'est peu pour mettre au point un tel travail de codage, de l'élaborer. Donc, au niveau chronologique, si Boudet avait déjà la solution, Saunière n'a pas pu, lui, la donner de la même manière. Enfin, moi, c'est ma théorie, c'est mon point de vue. Moi, je prouve simplement que les 3 sources qui s'étalent sur une vingtaine d'années, hein, de 1886 à 1906 avec le tiré à part de la CESA que j'ai expliqué, il se passe 20 ans, et bien sur ces 3 décodages, on a le même système, on a le décalage de 16 degrés, on a l'échiquier, alors pas pour la pierre tombale, mais en tout cas on l'a pour la langue celtique, on l'a pour Rennes-le-Château, on a les mêmes points finalement, donc sur 20 ans, on a le même codage avec les mêmes modalités, ce qui prouve qu'il y a une source commune aux 3 codages sur une vingtaine d'années. Voilà. Alors, moi, après, la question, c'est pourquoi. Alors, on t'a déjà posé 2 milliards de fois. Pourquoi ils ont codé? Parce qu'on était à une époque où c'était pas l'Inquisition. Ils auraient peut-être pu les faire, ces révélations. C'est trouble. Il y a quand même la loi de séparation de l'Église et de l'État. Il y a les républicains. 1905, ouais. Mais leur vie n'était pas en danger à ce moment-là, quand même. Tu vois, Si, parce que en fait, ça commençait à bien être bousculé. C'est-à-dire que au moment de la loi de 1905, avec la séparation des Églises et de l'État, les curés pouvaient tout perdre, puisque finalement tout rentrait dans le giron de l'État et plus dans le. C'est pour ça que la Bessonnière, lui ou quelqu'un d'autre, hein, parce oui, mais là pour le coup, tu vois, je vais aller un petit peu à l'encontre de ce raisonnement-là, parce que tu viens de démontrer le contraire tout à l'heure. C'est si ça a été pensé avant 1986 pour pouvoir aboutir à l'édition du livre en 1886, ça signifie qu'à cette époque-là, ils ne savaient même pas que 20 ans plus tard, il y allait avoir la séparation de l'Église et de l'État. Donc, c'est tout ça, tout ce qui a été caché,
C'était pas par peur que l'État finalement mette main basse dessus. Et c'est pour ça Ah, que je t'ai posé tout à l'heure la question de savoir pour toi si c'était vraiment un trésor Matériel ou de pièces d'or, immatériel. on va dire, matériel, ou est-ce que c'est plutôt un trésor immatériel avec peut-être qui rejoignent toutes les autres théories ou qui sont bonnes ou pas hein, sur le fait Peut-être que il peut-être peut peut-être y avoir des parchemins ou des choses comme ça qui sont cachés. alors, Euh, ouais, mais ça, je vois pas l'intérêt de cacher des parchemins dans la forêt. Tu vois, enfin, encore une fois. En fait, on va faire très simple. L'église de Rennes-le-Château, on va repartir un peu à la base. Et Charlie l'explique très très bien dans sa préface par rapport à l'enfant de cœur qu'il a rencontré. Il disait Oui, ouais. La rencontre que d'un l'abbé enfant de cœur Boudet, qui avait connu. que l'abbé Boudet rencontrait des gens de haute classe, tu vois, si tu veux. Alors, il faut savoir que le Haut-Razès, c'était assez misérable hein, quand même comme région, et il recevait des gens tu vois, bien habillé, machin, tu vois, on peut penser. Et Daniel Dugès, qui est un autre auteur qui m'a bien aidé aussi et qui est un type formidable, qui a écrit 2 bouquins vraiment pour sa théorie, il démontre, et c'est pareil que pour le travail que moi je fournis, il démontre de manière super étayée, il n'y a pas à discuter, comme il n'y a pas à tortiller, que l'église de Rennes-le-Château dans sa structure est un temple maçonnique. Tous les éléments d'un temple maçonnique sont dans l'église de Rennes-le-Château. Moi, je conseille aux gens de se procurer les livres de Daniel Dugès par rapport à ça. Il le prouve. Alors, on en parle très peu, justement, c'est super dommage parce que pour moi, il y a pas de doute. Et c'est ce qui me fait vraiment penser que, donc déjà, dans un premier temps, l'église de Rennes-le-Château a une symbolique chrétienne classique. Ça passe très bien. Pour celui qui est initié, il verra un temple maçonnique. Et au-delà de tout ça, il y a un secret qui est codé dans l'église et dans le domaine. Ça, c'est une chose. 3 visages pour l'église. Comme dirait Charlie, 3, c'est l'unité, donc il n'y a pas de problème. Mais pour en revenir à ça, c'est-à-dire que l'abbé Boudet, on a des témoignages, puisque Charlie en parle, recevait des gens. À Rennes-le-Château, il y avait ce temple maçonnique. Donc on y recevait forcément des gens pour y faire des tenues. Donc il y avait forcément, entre guillemets, je mets vraiment les guillemets, hein, une société secrète, initiatique, qui était au courant de quelque chose. On sait qu'il y a des corrélations avec Jules Verne, tout ça, qui parle de Rennes-le-Château dans certains de ses livres. Enfin, il y a pas mal de choses. Mais ça, je laisse ça aux auteurs qui ont travaillé là-dessus parce que moi, c'est pas mon domaine. Moi, j'étais uniquement sur les décodages. Mais on peut penser que cette société qui se réunissait connaissait du moins la teneur de ce secret et aurait initié des gens dans ces décodages. Et moi, j'ai pensé, enfin, en tout cas, avec les copains, on a pensé que peut-être ça, c'était un jeu de pistes qui était mis à disposition des nouveaux initiés pour les initier à ce secret. C'était à eux par la décoration ou par le livre, machin, de trouver par eux-mêmes ce secret qui se transmettait comme ça. Ça peut être une solution. Est-ce que c'était pas finalement un codage qui n'était pas mis à la disposition du Pékin moyen, c'était un codage qui était mis à disposition de gens qui étaient dans cette loge et qui étaient dans cette obédience. Moi, je l'imagine comme ça, en tout cas. C'est pour ça que finalement, jamais personne n'a trouvé, jamais personne n'a trouvé, il y avait plein d'éléments qui ont été découverts, mais parce qu'à mon avis, il devait manquer des éléments, il devait manquer des choses, et c'était des codages qui, à mon avis, étaient mis à disposition de gens initiés. Voilà. Moi, je le prouve pas, ça, donc je peux pas en parler dans le livre, mais c'est un point de vue que j'ai eu. Donc, pour en revenir à la question d'Antoine, un trésor, non, parce que on parle pas de trésor. Il y a aucun élément, on va dire, dans les codages qui incite à penser que c'est un trésor. L'abbé Boudet va parler de l'or de Delphes, il va parler de certaines choses, il va parler du blé, de la céréale. Est-ce qu'on peut penser que quand il parle de ça, il parle de l'or? Mais à aucun moment, dans les codages, ou même dans l'église de Rennes-le-Château, il y a un élément qui peut faire penser à un trésor, sonnant et trébuchant. Donc, d'autres vont dire oui, l'abbé Saunière avait de l'argent et tout ça, mais ça, c'est largement expliqué par plein de moyens. Donc, on va pas revenir là-dessus. Mais moi, avec mes potes, on a vraiment eu cette sensation que c'était vraiment un tombeau. Pour s'être retrouvé devant, l'énergie qui s'en dégage, pour nous, c'est un tombeau. Nostradamus, d'ailleurs, parle du tombeau du grand Romain. Et je vois pas l'intérêt de coder pour un trésor. Non, Je vois pas l'intérêt parce non mais attends, je vois pas l'intérêt parce qu'à partir du moment où tu codes dans l'église, tu le fais de ton vivant. D'accord. C'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer dans l'église. Admettons qu'il décode l'église, il te pique ton trésor. Je vois pas où est l'intérêt d'aller coder ton trésor de manière aussi visuelle. Tu vois? bien sûr. Après, si c'est un tombeau, c'est autre chose.
Ah non, mais j'en suis arrivé à la même conclusion et c'est pour ça que je voulais te faire venir là-dessus. Parce que. Oui, c'est vrai que À un moment maintenant que donné. tu le dis, c'est évident. C'est-à-dire, si tu codes quelque chose et que quelqu'un le trouve, ce code, c'est aux yeux de tout le monde, va piquer ton trésor. Ça paraît évident. Donc, effectivement, l'idée du trésor est tout de suite mise à Mais ça, l'écart. c'est aussi un peu la Voilà. chimère de penser que le trésor est dans une grotte accessible. Tu sais, là-bas, tout le monde a visité la région en long, en large, Ouais, et j'imagine. tout le monde est rentré dans toutes les grottes. Donc, enfin, il y en a peut-être encore à trouver. De toute façon, depuis le début, nous, avec les copains, on s'est dit, s'il y a un endroit à trouver, il est forcément obstrué. C'est logique. Ça fait, si ça a été obstrué il y a, on va dire, il y a 120 ans ou 110 ans maintenant, c'est logique. Je veux dire, n'importe qui peut penser comme ça. Tu vas pas laisser la porte ouverte. Donc, si c'est obstrué, avec le temps qui est passé, automatiquement, c'est plus identifiable sur le terrain. Donc, il faut qu'il y ait un point de repère. Encore une fois, ça, c'est logique. Je l'explique dans mon bouquin parce que j'expliquais que les gens dans les fermes, quand ils cachaient leur bas de laine, ils le cachaient dans la ferme ou dans la grange et ils mettaient un clou au-dessus de la poutre. Ouais, exactement. Et celui qui savait que le point de repère c'était le clou, il retrouvait le bas de laine. Mais celui qui savait pas, bah, c'est un clou puis il passe, tu vois ce que je veux dire. Donc nous on est parti sur cette logique, on s'est dit il doit y avoir un point de repère et le point de repère c'était le croco puisqu'on le retrouve sur la fresque et après par la suite puisque j'ai écrit en même temps que je décodais je faisais les travaux de décodage, on a trouvé le croco avant de le trouver dans le livre de l'abbé Boudet quand même. Hein. Et le jour où je le découvre dans le livre de l'abbé Boudet, parce qu'il il est dessiné, j'appelle Yann, je l'envoie par Facebook, je lui fais regarde, il me dit bah oui, là c'est clair, c'est net, c'est évident. Le point de... Et là voilà. Et quand on a eu cette certitude avec le livre de l'abbé Boudet, on s'est dit c'est là, c'est dessous, il n'y a pas de souci. Voilà. Et on ne peut pas creuser. On peut pas creuser. Alors il se trouve que il y a quand même de la terre. Alors tant pis, hein, c'est illégal. On en a enlevé un petit peu. On n'a pas fait non plus de folie. On en a enlevé un petit peu et il y a une pierre qui bloque. Alors on n'en a pas trop enlevé et cette pierre, on sent. Alors ça, encore une fois, il faudrait un géobiologue, un archéologue, un géologue. Il faudrait tout ça pour pouvoir vraiment aller sur le terrain, regarder, analyser, se dire est-ce que c'est vraiment une pierre naturelle? À mon sens, elle n'est pas naturelle parce que même par rapport au terrain, voilà. Elle est glissée, elle est toute droite, elle est contre une paroi, tout ça. Donc, moi, j'ai montré cette photo à quelqu'un qui est géobiologue et qui me dit, mais sans lui expliquer ce que c'était. Et il me dit, mais ça, c'est un bouchon. Il me dit, c'est un bouchon. C'est comme une borne. Il me dit, c'est comme une borne, c'est un bouchon. Il me dit, mais il y a une putain d'énergie. Je parle mal, hein. Mais il me dit, il y a le terme pour lui qu'il a employé, il y a une putain d'énergie, je te dis pas. Il y a quelque chose qui est scellé derrière ça. Je le montre à une autre amie, la première image qu'elle me dit, elle me dit, j'ai vu la main du Christ. Ouais, t'as des amis, toi, dis donc, ils sont sensibles. Hein. Bah ouais, mais tu sais, à croire qu'on fréquente les gens qu'on doit fréquenter à un moment donné. Et ouais, on me dit, c'est la main du Christ. Alors moi, la tombe du Christ, je sais pas, mais il se trouve quand même que dans l'église de l'abbé Boudet, donc là on n'est plus à Rennes-le-Château, on est à Rennes-les-Bains, il y a une station, la 14e station du chemin de croix, c'est la mise au tombeau de Jésus, et Jésus est enroulé dans des bandelettes à l'égyptienne. Et ça, c'est très très étonnant, parce que Jésus n'est pas enterré dans des bandelettes, il est enterré dans un linceul, le fameux linceul de Turin, machin. Là, il est enterré à l'égyptienne. On a, si éventuellement, partons de l'hypothèse que c'est peut-être son tombeau, on a quand même au-dessus, comme point de repère, le crocodile, qui en Égypte, comme en égyptologie, c'est le dieu Sobek. Et le dieu Sobek, c'est quand même le gardien du Nil, c'est le gardien des 4 éléments. Il y a tout. Alors Charlie m'avait dit creuse là-dedans parce qu'il y a peut-être quelque chose à voir. Alors j'ai creusé, j'en mets un peu dans le bouquin. Je suis pas un expert, j'ai pas pu aller trop loin. Je pense qu'il y a beaucoup de secrets, peut-être même plus loin que ce qu'on connaît de l'égyptologie, parce qu'il y a des rites égyptiens en franc-maçonnerie, et on en revient peut-être à ce groupe qui aurait opéré à Rennes-le-Château. Il y a une symbolique autour du crocodile, il y a quelque chose. Voilà. Donc, moi, voilà, par rapport au tombeau. Et donc, alors tout à l'heure, tu citais un petit peu Nostradamus qui parlait du grand romain. On va y revenir sur Nostradamus. Parce que, pour le coup, là aussi, donc après, on y croit, on n'y croit pas, aux prophéties de Nostradamus. Mais toujours, il faut douter, tout le long. Voilà. Mais pour le coup, il y a quand même une prophétie qui tombe. Il n'y a pas 36 000 prophéties sur le Razès. Il y en a une qui tombe et il y a 8 il associe dans cette prophétie le lac Léman. Alors, je vais partager la prophétie pour qu'on puisse
ceux du Léman, ouais, pour qu'on puisse tous la voir. Hop, Voilà. voilà. Moi, je la vois Alors, pas, mais c'est pas grave. alors attends, voilà. Je le connais par cœur. Non. Donc, du lieu Eslerazès, Nestre Contens, du lac Léman, conduite non prouvée, renouvelé, on fera le vieil temps, espayera la trame tant couvée. Donc, en français moderne, ceux de Razès ne seront pas contents, à cause que ceux du lac Léman, renouvelant une ancienne alliance ou trahison, les dépouilleront des fruits bénéfices attendus de la conspiration qu'ils faisaient depuis si longtemps couvée. Alors, Étonnant quand même. Hein. comment est-ce qu'on peut arriver à se retrouver, donc c'est 16e siècle, hein, Nostradamus. Ouais, 1500, 1550, quelque chose comme ça, ouais. Oui, c'est ça, là je suis en train de regarder en ce moment une série qui s'appelle Reign, avec Nostradamus, entre autres. Voilà, comment est-ce qu'à un moment donné, il peut arriver à associer, donc il y a plusieurs centaines d'années, le Razès avec le lac Léman. C'est incroyable. Bah, comment on ne sait pas, mais tu avais connu la prophétie avant ou tu l'as découvert pendant ou après? Ouais, alors moi je voulais revenir là-dessus, j'y ai repensé tout à l'heure, c'est vrai que, alors il faut savoir que dans l'histoire de Rennes-le-Château, elle a été rendue publique, vraiment, il y a Robert Charroux qui avait déjà écrit dessus, il y a quelques légendes et tout, mais la vraie explosion de l'histoire de Rennes-le-Château, c'est avec Pierre Plantard, le marquis de Chérizet et puis Gérard de Sète, donc Gérard de Sète va publier en 67, alors il y a toute une genèse autour de ce livre, le premier livre qui s'appelle L'Or de Rennes, qui est le premier livre en fait qui traite de l'affaire de Rennes-le-Château, où on place Saunière comme étant l'élément central, il y a quelques éléments de décodage, il y a pas mal de choses, et tout part de ce bouquin. Juste après la Seconde Guerre mondiale? Non, 1967. 1967. Ah bah on est bien après. Et du coup, suite à ça, Pierre Plantard, il va y avoir d'autres publications, et il va asseoir la légende du prieuré de Sion. Vous avez déjà entendu parler de ça? Bien sûr. Et on en parle dans le Code da Vinci notamment. Et le prieuré de Sion, c'est à mon avis une grosse fable que Pierre Plantard avait mis sur pied, parce que Pierre Plantard se serait servi finalement de l'histoire de Rennes-le-Château pour asseoir sa pseudo-descendance des Mérovingiens, comme quoi il serait le descendant des Mérovingiens, et il fait remonter la lignée des Mérovingiens au couple Marie-Madeleine et Jésus. C'est ça l'histoire du prieuré de Sion. Donc ça, c'est une chose. Mais ce fameux Pierre Plantard avait créé l'association du prieuré de Sion. Et l'association du prieuré de Sion, les statuts ont été déposés à Saint-Julien. Saint-Julien-en-Genevois, il faut savoir que c'est à côté de chez moi, à côté du lac Léman. Et ce qui est très étonnant, et ça c'est encore un hasard, parce que le prieuré de Sion, parce qu'il se trouve qu'à Saint-Julien, il y a le Mont Sion à côté. Mais pas le Mont Sion en Suisse, hein, le Mont Sion en France. Et l'imprimerie où j'ai fait imprimer mon bouquin, et c'est un hasard finalement, est à 5 km du Mont Sion, à Saint-Julien. J'ai fait imprimer mon bouquin à côté de la préfecture où Pierre Plantard avait déposé les statuts du prieuré de Sion. Alors la grande question que je me suis posée à un moment donné, je me dis, mais pourquoi ils ont été là-bas? Et est-ce que Pierre Plantard n'avait pas dans l'idée de faire coller la prophétie de ceux du lac Léman avec la découverte du tombeau? Enfin, la découverte du secret, parce qu'après, il y a d'autres prophéties de Nostradamus qui parlent du tombeau du grand Romain. Et je pense que Pierre Plantard avait déjà calculé son coup en disant, mais voyez, le prieuré de Sion trouve bien son origine à Saint-Julien, les origines, machin. Et peut-être que c'était une manière pour lui, il devait avoir connaissance de cette prophétie, et je pense qu'il a fait ça dans ce but-là. D'accord, effectivement, lui il fait du récentisme en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Il se réapproprie l'histoire pour pouvoir justifier sa descendance, sa lignée, etc. Effectivement, ce serait pas idiot du coup de profiter des quatrains de Nostradamus pour encore plus étayer, lui pour le coup, son prieuré de Sion, etc. Mais par contre, dans ton cas qui te concerne, eh ben, c'est pas le cas, parce que c'est justement Charlie Sanson qui te parle de cette prophétie. Alors voilà, alors, on va retourner sur le surnaturel. À côté de chez moi, il y avait, j'adore faire les vides-greniers, ça c'est mon truc, et il y avait à côté de chez moi donc un vide-grenier et une pile de bouquins. Et je vois Nostradamus. Je dis, oh, intéressant. Et je vois Charlie Sanson. Il y avait une pile de bouquins, le seul qui était au-dessus, c'était celui de Charlie, et c'était sur Nostradamus. 1 euro, je le prends, je l'achète, pas de souci. Et là, je relis les prophéties par rapport au Razès. Il y en a 8 ou 10 hein, qui collent à ça. Et je retombe sur la prophétie du Léman. Et je me dis, mais. Et là, on avait déjà découvert le fauteuil du Christ à ce moment-là. Je me dis, mais il y a quelque chose quand même. C'est étonnant.
Et me revient l'histoire, c'est qu'au moment de quitter l'endroit du fauteuil du Christ, et ça, c'est hyper étonnant, on part et on voit une voiture immatriculée 74, 74, comme on dit chez nous. Alors on fait, ouais, Haute-Savoie, 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 machin. Le mec, il s'arrête et il fait, ouais, vous êtes d'où? Ben, on est vers Genève, machin, Loisin, Douvaine. Il dit, il regarde ma femme. On est dans le Razès, on est quand même à 666 km de. En plus, c'est très étonnant, c'est que le Razès par rapport à ma maison, bon, c'est par la route, hein, ça marche pas à vol d'oiseau, mais par la route, ça fait 666 km hein, quand même. Ah ouais, quand même. Ah, c'est étonnant. Non, mais je te jure, c'était rigolo. Parce qu'on avait fait le décompte une fois et on s'était aperçu qu'on arrivait à 666 km parce qu'on avait bientôt plus d'essence. J'ai dit, mince, c'est vraiment le chiffre de la bête. Hein. Mais on est arrivé à bon port quand même. Donc, on en revient à cette histoire. Et il regarde ma femme et il dit, Stéphanie? Et elle le regarde, elle le reconnaît. Ils étaient à l'école ensemble. Et tu sais où ils habitent? À Champs-sur-Léman. Alors, Champs-sur-Léman, c'est une bourgade qui est à côté de chez nous. Et du coup, tu te dis, les gens du Léman, ceux du Léman, tu découvres le fauteuil du Christ, qui est un jalon qui manquait à tout le monde, puisque finalement personne ne l'avait. Et en plus, tu as, entre guillemets, j'adore le dire, la source qui te montre si c'est bien ceux du Léman, puisqu'on va te poser, toi tu es du Léman, et en plus de ça, on va te poser à 666 km de chez toi, une bagnole avec des gens du Léman. Ah, tu te dis, si tu veux. Non, mais si tu veux vraiment que. Non, mais tu sais, si tu veux vraiment que ça soit écrit, si tu sais pas lire, enfin voilà, c'est devant toi. Alors j'adore le raconter parce que les gens disent, mais non, monsieur, ouais, c'est coïncidence. Ben, je veux bien que ce soit des coïncidences, mais ça, plus Yann qui s'énerve, plus ci, plus ça. Et finalement, il ça dans un film, on se dit que le scénariste, il y est allé un peu fort quand même. Hein, quand même. Mais c'est ça. Là, il est un peu fabulé, le gars, mais là, on est dans la vraie vie. Quoi. Mais c'est ça, Yves et Antoine, je vous jure. Et cette histoire, elle est jalonnée de coïncidences comme ça. Moi, je sais que c'est des synchronicités et j'ai l'intime conviction que ça fait partie d'un tout et qu'il y avait comme une sorte de scénario. Mais à raconter pour quelqu'un qui n'y croit pas, ça paraît super Enfin, il va rigoler, mais peut-être que mi bout à bout, il va se dire, ouais, il y a peut-être quelque chose. Alors, cette prophétie, ben, finalement, elle nous a suivis. Puis finalement, elle nous a fait un peu peur parce que le reste des prophéties sont pas très, très belles. Ça veut dire qu'il va y avoir, ils vont découvrir le tombeau et qu'ensuite de ça, les autorités vont commencer à se monter dessus. Je laisse les gens, c'est très facile, ils vont sur Internet et ils mettent les prophéties de Nostradamus par rapport au Razès. Ils lisent les prophéties et vous verrez que ce qui est annoncé n'est pas très très beau. Et en plus de ça, c'est que ça colle un peu avec la fin des temps. Et il y a eu pas mal de travaux dernièrement sur la fin des temps. Alors, c'est pas la fin du monde, hein, c'est la fin des temps. Et ma foi, si ça va se dérouler comme ça a été prévu, bon, bah voilà. Mais en même temps, on a eu peur aussi par rapport à cette prophétie. On a été rassurés parce que d'un côté, on s'est dit, voilà, les gens du Léman vont mettre à jour la trame tant couvée. Donc d'un côté, ça nous rassurait en nous disant, bah finalement, tout ce qu'on fait, même que le fait que le livre se soit fait, qu'on n'ait pas eu d'embûche, tout ça, comme si on était porté par cette prophétie. Ça nous rassurait, mais d'un côté, ça nous faisait très peur parce que quand on lit celle qui arrive après, parce qu'attends, autre coïncidence, toujours par rapport au tombeau du grand Romain, il est dit, alors j'ai pas le texte vraiment. Je l'ai là sous les yeux, ah bah voilà, tu vas pouvoir y aller. Ouais, au fondement de la nouvelle secte, donc la nouvelle secte, hein, c'est le christianisme, hein, qui au début était considéré comme ça peut être une interprétation, hein, ça peut être plein d'autres choses hein, aussi. Ça peut être la franc-maçonnerie, ça peut être le nouvel ordre mondial, ça peut être beaucoup de choses. Tu sais, la nouvelle secte, ça peut. Voilà, mais je te laisse continuer. Seront les os du grand Romain trouvés. Alors, là, c'est pareil, grand Romain, est-ce que c'est le Christ? Mais il y a d'autres théories hein, qui iraient jusqu'à dire que ça pourrait être pour Pilate ou sa femme, il y a pas mal de choses. Hein. Sépulcre en marbre, apparaîtra couverte, terre tremblera en avril, mal enfoué. Alors, tombeau mal enfoui. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Nous, quand on y a été en mars, ça a été très très étonnant parce qu'au mois de mars, alors on n'est pas au mois d'avril, mais après ça dépend comment on lit aussi le texte, il y a eu un tremblement de terre dans le Razès. Terre tremblera, c'est vérifiable, hein, vous allez sur Internet, vous mettez tremblement de terre dans le Razès, mois de mars 2016, il n'y a pas de souci, vous le retrouverez, c'est dans l'Indépendant, il n'y a pas de problème. Tout ce que je dis est prouvé. Donc c'est pour ça que j'étais assez... Mais là, on parle du mois d'avril, là. On parle du mois d'avril, mais après, ça dépend comment. Terre tremblera en avril, tombeau mal enfoui. Alors, on ne sait pas trop. Alors, on est au mois de mars, c'est vrai. J'appelle Charlie, je dis Charlie, c'est quand même super étonnant. Est-ce qu'il y a eu, alors je lui pose la question, est-ce qu'il y a eu un décalage dans le temps? Est-ce que les mois sont décalés? Est-ce qu'avec le fait qu'on soit passé au calendrier révolutionnaire, qu'on soit revenu au calendrier grégorien et tout ça, est-ce qu'on a perdu un mois et tout?
Non, elle me dit non, non, je pense pas, mais bon, ça peut se ressembler. Donc il y a vraiment eu un tremblement de terre et Charlie était pas plus surpris que ça. Il dit bah oui, bah les choses se mettent en place comme ça. Puis c'est vrai que nous du coup, quand on a été sur site et qu'on a retiré un peu de terre et que finalement la pierre est apparente, à l'heure d'aujourd'hui, vous allez sur le site, vous pouvez en voir une partie de cette pierre. Bah finalement, tombeau mal enfoui, c'est presque visible. Donc encore une fois, Alors, je dis pas que moi, j'ai ma petite interprétation, Rudy, là-dessus. Vas-y, ouais, je t'écoute. Parce que, en définitive, dans les prophéties de Nostradamus, tu as deux lectures. Tu as la petite prophétie, tu as la grande prophétie. Donc, la petite prophétie, ça permet d'ancrer des synchronicités. Tu vois, c'est-à-dire que toi, dans ton enquête, à un moment donné, tu vas avoir besoin de jalons, tu vas avoir besoin de synchronicités qui vont te montrer, alors pour ceux qui savent les lire, les synchronicités, ou les reconnaître, qui vont te permettre d'ancrer les éléments et de pouvoir avancer à l'étape supérieure. Donc, par rapport à ta trouvaille de la pierre, tu as besoin de cette synchronicité sur le tremblement de terre. Et en réalité, tu n'es pas tout à fait dans le même mois, tu vois, mars, avril, et c'est magnitude 3,8, c'est vraiment un petit tremblement de terre. Et Nostradamus, je pense pas, mais après je suis pas du tout spécialiste de Nostradamus, hein. Lui, ce qu'il prédisait, c'était vraiment les événements majeurs. Donc il y a deux lectures là-dessus. Le petit tremblement de terre par rapport au fait que tu l'aies trouvé à ce moment-là, à un mois d'intervalle, c'est la petite synchronicité pour te dire, oui, vous êtes arrivé à l'étape qu'il fallait, c'est bien là qu'il fallait aller. Et d'ailleurs, tu le dis très bien chez Nora, hein, tu dis, nous, notre mission, ça y est, elle s'arrête là. On sait que c'est là. Ce que Clément a dit, c'est ce que Clément a dit, et c'est rigolo parce qu'il l'a dit d'un coup sec, et parce que cette pierre, on a regardé, évidemment, je vais vous le mentir, on a regardé s'il y avait moyen de la déplacer, parce que dans cette histoire, on s'est dit on va aller le plus loin possible. On voulait pas aller non plus dans l'illégalité, on savait qu'on était sur un terrain privé, éventuellement sur un site potentiellement archéologique, on a eu la curiosité, on a regardé, et c'est vrai que cette pierre, on n'aurait pas pu, il aurait fallu vraiment du matériel pour la tirer, pour l'amener vers soi, si tu veux. Et donc, je me rappelle plus de la question. Et en fait, il n'y a pas de question, c'était juste parler jusqu'au bout de mon raisonnement. Je pense qu'il va y avoir une deuxième étape qui, là, va réellement être la résolution de la grande prophétie, de la grande synchronicité. C'est le jour où elle va vraiment être trouvée, découverte, sortie. C'est là où il va y avoir le vrai tremblement de terre. Et donc, je fais une petite prédiction à la Antoine. On en parlera. Alors, on peut imaginer qu'effectivement, ton livre sort, donc on est en octobre, novembre, les gens le lisent, et puis ils vont aller chercher eux là-bas, et on peut trouver, puis peut-être en avril prochain, tremblement de terre. En tout cas, moi, ce que je pense, et je sais pas si je l'espère en tout cas, c'est ton livre et l'endroit que tu décris qu'on peut retrouver, par rapport aux pierres qu'on peut situer, je n'imagine pas qu'on le laisse intact. Il y a des gens qui, je sais pas, il y a la municipalité, quelqu'un, moi je suis propriétaire de terrain, je fais creuser, je fais quelque chose, quoi. Parce que alors tu t'amènes là, quoi. Tu dis, il va se passer quelque chose, non? C'est ton espoir, quand même. Je veux vraiment revenir là-dessus. C'est-à-dire que moi, dans le bouquin, je mets clairement que c'est un lieu privé, qu'il ne faut pas creuser. Je mets tous les textes de loi. Je n'encourage personne à creuser, à détériorer le lieu. C'est pas du tout le but. C'est un terrain privé, je le rappelle. C'est des cailloux. C'est que des cailloux, c'est pas grave. Mais s'il y a autre chose, ça, c'est important. Toujours est-il que j'ai prévenu la DRAC au mois d'avril. On y revient après. J'ai prévenu la mairie. Je leur ai expliqué, je leur ai donné mes coordonnées, les éléments, je leur ai pas dit où c'était, je leur ai donné la parcelle, je leur ai dit de mettre en œuvre tout ce qu'il fallait, je leur ai dit de me recontacter parce que c'est toujours pareil, des mecs qui disent qu'ils ont trouvé, il y en a 500, hein, c'est pas un problème ça. Donc à la fin, le problème avec Rennes-le-Château, c'est que plus personne prend plus personne au sérieux. Vous êtes des clowns, amusez-vous. Il y a circulé, il n'y a rien à voir. La Bessonnière a fait du trafic de messe, il a eu de l'argent comme ça. Ceux qui pensent que l'église est codée, ils hallucinent. Ceux qui pensent que les tableaux sont codés, ils hallucinent. Je pense amener suffisamment de preuves tangibles et étayées dans le bouquin pour vraiment expliquer que non, finalement, il y a vraiment quelque chose. Et c'était déjà ça la première des découvertes. C'était vraiment de dire cette histoire, elle est vraie. C'est vraiment pour moi déjà, c'est le plus beau des trésors, c'est de prouver que l'histoire est vraie, qu'il y a vraiment quelque chose. J'ai prévenu les autorités. La mairie ne m'a pas rappelé. C'est presque normal.
La DRAC, je leur ai écrit donc au mois d'avril, ils me en recommandé, hein, j'ai tout fait comme il faut. J'aurais mis des photos du lieu, la photo de la pierre, les comparaisons tableau photo et tout, en leur expliquant, sans leur dire où c'était, mais en leur expliquant tout ça, en leur donnant mes coordonnées, la totale, pour qu'ils puissent me recontacter. Et à ce moment-là, ils m'auraient un coup de téléphone, je leur donnais l'emplacement, c'était pas un souci. Parce que pour moi, je n'ai aucun intérêt dans cette histoire autre que de dévoiler, voilà, c'est encore compliqué parce que les gens disent, ah, ils veulent vendre du bouquin. Et c'est même pas ça. C'est-à-dire qu'il faut, plus il y aura de gens qui sauront, et moins on a de chances que ça soit spolié d'une certaine manière. Parce que les gens pourront aller sur le site. C'était ça un peu l'idée. On a réfléchi à 4 pendant longtemps quand même, de se dire, on fait quoi de ça? On publie pas, on en parle pas, on appelle les autorités compétentes. Qu'est-ce qu'on fait? Et la seule idée qu'on a eue, après réflexion, hein, on dit, si on fait le bouquin, les gens sauront. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être dans le déni déjà dans un premier temps en disant, non, c'est pas vrai, moi j'ai cherché pendant 40 ans, ça peut pas être ça peut pas être ça. Ils viennent d'où, on les connaît pas. Tu vois, dans la prophétie, ils disent bien, ceux du Léman mettront le Krasès en colère, conduite, et ils parlent bien de conduite non prouvée. C'est-à-dire que nous, moi et mes potes, et notamment moi, parce que c'est moi qui m'expose le plus dans cette histoire, conduite non prouvée, personne ne nous connaît à Rennes-le-Château. On n'a jamais publié aucun bouquin, aucun article, rien du tout. On débarque, ils savent pas d'où on débarque, et ça y est, c'est 4 jeunes qui débarquent, et ils disent qu'ils ont trouvé, ils publient un bouquin. Conduite non prouvée. Tu vois, il y a aussi ça qui irait dans le même sens. Mais pour en revenir à la cache, voilà, donc la DRAC a été mise au courant, ils me font une réponse lettre type, fin de non-recevoir. Hasard ou pas, moi je suis juriste, donc je connais à peu près comment fonctionnent les lois, je connais à peu près comment on met en place une loi et comment on la vote. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et au mois de juillet, pendant la loi travail, il y a quand même une loi qui est passée en catimini. Vous retrouvez l'article très facilement sur Internet. Comme quoi, toutes les découvertes archéologiques, donc depuis le mois de juillet, hein, c'est passé, sont maintenant 100% propriété de l'État. C'est très très étonnant. Même sur ton terrain privé? Oui. Terrain privé ou quoi que ce soit, c'est propriété de l'État. Maintenant, tout ce qui est archéologique, c'est l'État. Là, ça va encore plus inciter au trafic, au marché noir et à tout ça. Voire à la destruction. Voire à la destruction. C'est une bêtise, ça. Mais la destruction des deux côtés, parce que si l'État… Alors, allez, on va partir dans la spéculation. Parce que moi, mon copain Yann a eu des perceptions, Clément a eu des perceptions. Ils se sont posés sur le rocher du crocodile, ils se sont mis à côté, on a fait des méditations, on a essayé. Alors moi, dès que je fais une méditation, que j'essaye de percevoir ce qu'il pourrait y avoir derrière cette roche, j'ai rien. Mais Yann me dit, il y a Marie-Madeleine et Jésus-Christ, tu sais, mis en porte-à-faux, là, comme ça, dans un tombeau de marbre. Voilà ce qu'il me dit. C'est ses perceptions, ça n'engage que lui, c'est pas étayé, donc c'est ce que lui me dit, c'est son ressenti. Je ne dis pas que c'est la vérité, là-dessus, je reste très très prudent. Moi, personnellement, je pense que c'est une tombe, puisque vu la configuration de la pierre et vu comment le terrain se fait, à mon avis, c'est une tombe, mais toute simple, hein, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une pierre à tirer, une pierre assez longue, je pense, et il doit y avoir un bout de galerie, mais tout petit. Tu sais, il suffit simplement de regarder les tombeaux à l'époque du Christ, c'est tout simple, c'est un petit bout de tunnel, une cavité avec une sorte de partie où on posait le corps sur un linceul, et c'est tout. Hein. C'est une chambre mortuaire, mais c'est un tout petit caveau, et c'est en long comme ça. Et moi, je pense que c'est ça qui est là-bas. Mais ça, encore une fois, c'est ma conviction, c'est mon ressenti, c'est pas prouvé. Donc, restons prudents. Et Clément, pense aussi à peu près la même chose. Voilà, donc à ce niveau-là. Mais après, l'État peut très bien ouvrir le sépulcre, sortir ce qu'il y a dedans, et puis on n'en parle plus. Hein. Il y a ça aussi. Oui, et voire même, et on ne sera même pas au courant, c'est évident. Si, parce que du coup, l'endroit est trouvable très, très facilement. Il faut quand même aller crapahuter un peu dans la forêt, mais avec les cartes que je donne dans le bouquin, le décodage, vous allez dans la zone, vous retrouvez le crocodile, c'est pas très difficile. Une fois que tu sais où c'est par rapport à la zone, les gens pourront aller voir d'eux-mêmes si ça a été fouillé ou pas, de toute façon. Je pense. Hein. Et puis, ils mettront un camion de terre à l'intérieur, et puis on dira qu'il n'y avait pas grand-chose que c'était que du vent. Voilà. Malheureusement. Alors, par contre, du coup, toi, tu as quand même d'autres synchronicités dans ta vie. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle un peu. Parce que, et ça s'invente pas. Hein. Ta grand-mère, son nom de famille… Alors, le nom de ma grand-mère s'appelait Saunier. Voilà. Et donc, l'abbé Saunier. Et mon grand-père s'appelait Loubet.
Loubet, Boudet, on n'est pas loin. On a une lettre près d'écart. Donc, on a Loubet, Boudet, ça c'est une chose. Alors, les gens vont dire que c'est tiré par les cheveux. On est d'accord. Bon, dans l'histoire de Rennes-le-Château, il y a plusieurs curés qui rentreraient en ligne de compte. Franck Dafoe, a fait de très très bons travaux et fait rentrer dans le giron de Rennes-le-Château. Donc, il y a l'abbé Sonia, il y a l'abbé Boudet et il y a l'abbé Jean Jourde. Lui part sur une théorie que l'abbé Jean Jourde était un personnage qui était à Saint-Sulpice, serait revenu dans le Razès. Tout ça s'est étayé. Là-dessus, il n'y a pas trop de problème au niveau historique de ce personnage. Et d'ailleurs, je m'appuie sur ses travaux pour faire la BD. Hein. Clairement, bon, c'est une parodie en même temps, hein, donc il n'y a pas de souci. Et l'abbé Jean Jourde, on sait qu'il a été dans le Razès, on sait qu'il a été à Rennes-les-Bains, on sait qu'il était ami avec l'abbé Boudet. Et l'abbé Jean Jourde est né le 16 décembre, qui est la date de naissance de ma femme. L'abbé Boudet est né le 16 novembre, et moi je suis né le 14 novembre, mais il est mort à 77 ans, donc 7 et 7, ça fait 14. On retomberait presque sur nos pas. Alors, encore une fois, les gens vont dire, ouais, bah, c'est facile, tu prends tous les éléments qui t'intéressent. Mais ce sont des éléments supplémentaires. Si on mettait tout ça sur un tableau, tu sais, quand on voit ça dans les films policiers où ils font des recherches, tu sais, ils mettent tous les éléments, puis ils les réunissent avec des fils comme ça, machin, pour que tout serait réuni, en fait, quoi. Tout aurait un lien. C'est ça j'imagine comme ça, moi. Alors attends, il y a un autre truc. Dans le décodage de la pierre tombale, pour faire très simple, il faut appliquer en fait sur la pierre tombale une sorte d'horloge. Voilà, je l'explique dans le bouquin. Et donc tu as le midi en haut, le 6 heures en bas, tu as le 9 d'un côté et tu as le 3 de l'autre. Le 3 va sur le fauteuil du Christ, puisque ça fait l'horloge, mais sur la carte, une fois que tu as posé ça sur la carte, le 3 va au fauteuil du Christ, puisque 3, le Christ, la Trinité, il n'y a pas de problème. Et sur le tableau de Rennes-les-Bains, par rapport à ce fauteuil du Christ, sous le pied du Christ, il y a 3 petits cailloux, donc on a encore le rapport au chiffre 3. Mais le chiffre 9 de l'horloge tombe sur le fauteuil du diable, à côté de la fontaine, à côté de la source du cercle. Ok ? Et dans l'enfer de Dante, on parle des 9 cercles des enfers. On est d'accord. Donc, on a le fauteuil du diable, la source du cercle et le 9 dans l'enfer de Dante. Et dans cette partie donc, on peut comprendre pourquoi il l'appelle le fauteuil du diable, parce que ça collerait avec ça. Cercle et diable, voilà. Et dans cette partie du décodage de la pierre tombale apparaît le prénom Dante. Donc, ça colle clairement avec les 9 cercles des enfers de Dante de la Divine Comédie. Et c'est le prénom de mon fils. Donc moi, je veux bien. Moi, mon fils, il a 6 ans. Et non, comme ça, tu te sors ça, et c'est le prénom de mon fils. C'est le prénom de mon fils. Non, mais qui est le prénom de son arrière-grand-père, hein, mon fils. C'est très marrant parce que toutes les découvertes des décodages, ça s'est fait sur un an. Donc on va dire un peu plus d'un an. On va dire de 2014 à 2016. Fin 2014, début 2016. Et mon fils, il a 6 ans. Donc c'est impossible que le Dante qui apparaît sur la pierre tombale apparaisse, que ça soit le prénom de mon fils. Ça colle pas. Si j'avais voulu le faire, j'aurais pu le faire. Mais voilà. C'était pas volontaire. S'il avait un an, j'aurais pu le faire. Mais là, s'il a 6 ans, je peux plus le faire. Peut-être inconscient, mais ouais, non, c'est un élément supplémentaire. C'est vrai que tout ça mis bout à bout, ouais, c'est une enquête. C'est une belle enquête, c'est sûr. Alors moi, je le mets à la fin du bouquin parce que je veux pas faire peur aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à Rennes-le-Château, mais d'un côté pragmatique. Donc si tu commences à leur expliquer, tiens, tu as trouvé le fauteuil du Christ parce que tu t'es senti attiré, puis tu as croisé des gens du Léman, puis il y a la prophétie, puisque tu as ton copain qui a voulu partir à droite ou plutôt partir à gauche, puis ton fils, machin. Tu vois, voilà, ça fait beaucoup d'éléments. Et encore une fois, moi, je pense qu'il y a clairement une matrice. C'est-à-dire que et là, toi, tu as fait pas mal d'émissions là-dessus. Je pense qu'avant de s'incarner, moi j'y crois à tout ça. Je l'ai ressenti. Et avant de s'incarner, je pense qu'on a un scénario, on a un chemin de vie. Et on se projette dedans. Et à nous de le réaliser ou pas avec notre libre arbitre. Mais je pense qu'on s'incarne avec un chemin de vie. Et on a des éléments, et peut-être que dans mon chemin de vie, enfin sûrement, il devait y avoir cette histoire de Rennes-le-Château. Déjà ce coup de foudre à 12 ans. Toute cette passion pour cette histoire, toujours le respect du lieu, parce que moi, j'incite pas du tout les gens à aller là-bas au marteau-piqueur. Finalement, la compréhension de l'énigme sur une durée très courte, la publication de ce livre, le fait d'avoir pu le dessiner, l'écrire, le partager, le fait que plein d'éléments de cette histoire collent avec des éléments de ma vie. Attention, je dis pas je suis l'élu, putain, vous me priez, non, loin de moi cette idée, hein, je suis pas Sylvain Durif. Non, pas là. Mais je veux dire, voilà. Comme j'expliquais à Antoine, quand on s'est parlé au téléphone, je me dis, on a l'occasion en or de prouver, parce que c'est ça maintenant, pour prouver aux gens
qu'il y a une prophétie qui a été écrite il y a 500 ans avec des éléments et que peut-être, parce qu'on attend le fin mot de l'histoire, et que peut-être aujourd'hui, elle trouve du sens dans notre époque. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On a une opportunité de se dire, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de prophéties de Nostradamus qui ont été antidatées, ou alors après coup, on a fait coller les événements et tout ça. Là, on a vraiment quelque chose d'assez concret, avec le Razès, le Léman, la tombe, machin. Et on a quelque chose aujourd'hui, on est à 2 doigts d'avoir la réponse, puisqu'il faudrait que les autorités maintenant aillent fouiller là-bas. Et on est à 2 doigts de dire, ça y est, il y a vraiment eu des prophéties, donc il y a forcément un phénomène de voyance, il y a forcément... On ne sait pas comment il les a obtenues, ces prophéties Nostradamus, des gens se sont penchés là-dessus. Mais comment c'est possible finalement que des éléments aient pu être perçus il y a 500 ans et trouvent du sens aujourd'hui? C'est pas une volonté de ma part d'habiter dans le Léman, c'est pas une volonté de ma part de m'être intéressé à cette histoire, c'est pas non plus une volonté d'avoir trouvé le fauteuil de Christ. Tous ces éléments se sont produits à la chaîne, presque de manière indue. Bon, après, on a cherché, on est d'accord. Après de 12 ans à maintenant, tu as fait le bouquin, tu es au bout d'un truc, bon bah tu en parles et tu le partages et tant mieux. Mais derrière, tu vas pas avoir un grand vide dans ta vie parce que c'est un pan de ta vie qui se termine finalement là. Alors qu'il n'est pas encore fini, hein, puisque tu en parles, tu as lu le bouquin, il est encore en vie et tant mieux, et il le sera encore longtemps. Tu sauras bien que tu vas faire des conférences, des choses comme ça. Mais il y a quand même le bout du chemin, quelque part pour toi. Ouais, et tu sais quoi, Yves, j'ai eu super peur. J'ai eu super peur de ça. Et même ma mère, elle disait, mais Rudy a fini. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir trouver encore à faire? Parce que je fais plein de choses. Et ça, notamment, m'a pris un an. J'ai eu un vide, je le reconnais. Et puis l'autre soir, je me mets en méditation parce que quand je sens que c'est le moment de me mettre en méditation, je me mets. Donc, passer toutes ces entités du bas astral qui traînent, ceux qui font de la méditation doivent savoir de quoi je parle. Je passe et d'un coup, comme un flash, ça marche comme ça chez moi, la BD, la cause animale, parce que je suis je suis végétarien, tu penses, et je suis très attristé par la cause animale, ce qui se passe en ce moment. Et puis, occupe-toi des autres. J'entends occupe-toi des autres. Fais quelque chose pour les autres. Donc maintenant, j'ai trouvé ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, m'investir. Tu sais, il y a beaucoup de médiums ou de gens qui ont fait des expériences, des NDE, tout ça, qui parlent de se retrouver devant cette grande lumière et qui te demandent toujours qu'as-tu fait pour les autres et comment as-tu aimé. Ben moi, je pense que c'est ça qui va m'occuper maintenant le reste. Déjà, m'occuper de ma femme, m'occuper de mon enfant, essayer d'en faire un deuxième si ça marche, parce que jusqu'à présent, ça marche pas. La cause animale. Et j'aimerais beaucoup. Hein, tu as un coup de main? Si c'est un petit Divkara, ça devrait aller, il sera calme comme toi. Et non, mais ça c'est une chose. Et puis du coup, bon déjà j'ai les comptes à Charlie Sanson à mettre en image, donc j'ai du travail à ce niveau-là. Et puis voilà, j'aimerais vraiment faire de la bande dessinée, pas forcément pour enfants, mais peut-être pour jeunes adultes ou même par rapport à la cause animale, c'est-à-dire créer des personnages. Des petits animaux, des petits cochons, des petits moutons, pour essayer d'expliquer aux gens que les petits moutons et les petits cochons, c'est comme les petits chats et les petits chiots. Vous mangez pas votre chiot, vous mangez pas votre chaton, bah mangez pas le petit cochon et mangez pas le petit agneau, c'est pareil. Et moi, c'est quelque chose qui aujourd'hui me touche terriblement. Et voilà, j'ai envie de me battre pour cette cause-là. Pas mal. Donc, je pense que j'ai de quoi faire encore. J'ai de quoi faire. Donc, Rennes le Château, c'est bien. Je commence à me prendre quelques critiques de certains. C'est normal, c'est fait pour. Ça m'amuse. Je vais faire mon Jacques Grimaud. Il aime bien se faire attaquer. Je vais faire pareil. Non, moi je fais ça dans le respect de tout le monde. Mais j'ai eu des super retours. Il y a plein de gens qui sont intéressés, des gens qui sont contents que ce bouquin existe. J'ai vraiment des très très bons partages. Moi j'ai fait un livre sympa. J'ai essayé de faire un truc vraiment ludique. On ne s'ennuie pas à le lire. Il y a des dessins, c'est illustré. Bon, en plus de la BD, non, c'est un pur bonheur. J'ai fait un truc un peu ardu, mais voilà, la langue celtique, enfin le livre de Boudet et la pierre tombale, je mets ça en annexe parce que c'est plus compliqué, donc je mets ça en annexe. C'est pas vraiment le bouquin, ça suit le bouquin, mais c'est plus pour ceux qui connaissent bien, voilà, bah ils vont dans les annexes. Bon, c'est des annexes de 40 pages, hein, mais dans le même style que le reste du bouquin. Mais j'ai voulu vraiment mettre le nom annexe. Il y a des gens qui ont écrit des livres sur la langue celtique, des livres de 400 pages sur la langue celtique. Mais moi, j'ai préféré juste mettre le décodage. Et à la fin, ouais, je me mets en connexion avec l'abbé Boudet parce que voilà, je le fais rentrer dans le bouquin. À la fin, c'est lui qui nous explique comment son bouquin est codé. Et je suis en dialogue avec lui parce que je pensais que c'était le meilleur moyen de le finir, le bouquin, que Boudet lui-même nous explique. Et je le fais parler. Et en fait, je le fais pas parler selon ce que moi j'aurais imaginé ce qu'il a dit, mais je le fais parler tel que je l'ai ressenti. Parce que
voilà, suite à certaines méditations et certaines choses, je voilà, ça c'est intime, hein. Bon voilà, je vous le dis, mais je pense l'avoir rencontré. Alors ça, les gens, c'est un taré, le mec, il parle de fantômes, de machin. Mais je pense avoir rencontré non, mais voilà, mais comme toujours, mais Ah, c'est bien pas sûr. grave. Mais je pense être rentré en contact avec son énergie, il y a eu quelque chose, je l'ai ressenti. Je l'ai dessiné quand même pendant un an. Alors la BD, ouais, il y a 50 pages, mais la BD, je l'ai fait, j'ai mis un an pour la faire, entre le bouquin, les voyages et tout le reste, hein. C'est pas, j'étais pas tous les jours dessus, mais l'abbé Bouddha, il m'a suivi pendant un an. Hmm. C'est devenu un ami. D'ailleurs, tu fais cette illustration-là à la fin du livre, hein. Soyez Soyez digne digne de de notre notre secret, secret. hein. Et Ouais. derrière, tu as un petit angelot Bah, c'est Jean Jourde, hein. bah oui, qui dit Eh, il y a bien une vie après la mort. Bah Peut-être voilà. pas que tu passes ce message, d'ailleurs, c'est marrant. Ah, c'est comme ça dans la BD, il y a plein de petits messages comme ça Ouais, qui exactement. passent. Ouais. Bah, parce que en fait, la langue celtique, c'est le livre le plus hermétique au monde. Enfin, il doit y avoir le manuscrit Voynich qui doit être, qui doit être de la même teneur. Et puis après, il y a la langue celtique parce que tout le monde a essayé de le décoder et personne n'y est arrivé. Alors, moi, je propose un décodage qui fonctionne très bien, qui marche exactement comme l'église et comme la pierre tombale. Mais, par contre, j'ai bloqué terriblement sur ce bouquin. Et le soir, je me mettais en méditation et je disais, l'abbé Henri Boudet, je l'appelais Henri, indique-moi, il faut, aide-moi. Parce que là, je bloque carrément. Il y a eu des fois, j'ai vu des visages passer. Bon, voilà, ça, c'est les gens qui méditent pourront comprendre. Et le matin, j'ouvrais une page et c'était reparti. J'avais la solution et ça continuait Ah, comme ça. c'est bon ça. Ah, là, on sait qu'on est dans la bonne direction. On sait qu'on est dans la bonne direction. Et je l'ai toujours remercié tout le long et j'ai dit, Henri, là, faut vraiment que tu m'aides. Et j'ai eu vraiment l'impression de marcher dans ses pas et de le, autant sur le terrain, on a marché à plusieurs, autant dans son bouquin, j'ai marché tout seul. Et dès que j'avais un nouvel élément, j'appelais les copains, je dis non, mais regardez ça, mais regardez ça, regardez ça. Et mais oui, mais c'est ça, mais oui, ça colle, ça colle, ça colle. Et voilà. Et donc là, Henri Boudet, je l'ai ressenti. Et donc j'en parle à Charlie parce que Charlie Sanson, il est bien là-dedans aussi. Et il me dit, ben voilà, tu t'es mis sur une fréquence et tu as pu capter la fréquence de Boudet qui existe toujours. Et vous êtes rentrés en contact, vous vous êtes rencontrés. En gros, c'était ça qu'il m'expliquait. C'est aussi simple que L'information, ça. il m'a dit l'information, elle est quelque part et tu l'as chopée. Tu es tombé sur la bonne vibration et tu as pu choper Voilà. l'information. Puisque cette T'as information, elle existait. Tu as pu t'as pris l'attraper. t'as pris la bonne station. T'as tourné le bouton, tu es tombé sur la bonne station et t'as chopé. C'est exactement ça. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Enfin, je pense. Moi, je sais aujourd'hui que c'est ça. Pour moi, je dis je sais parce que je l'ai vécu. Comme dans toute quête spirituelle, il faut expérimenter. Moi, je l'ai expérimenté. Donc, je peux plus dire je crois puisque je sais. Voilà. Par rapport à ça, par rapport à mon expérience. Mais je l'impose pas et j'oblige personne à le croire. Parce qu'encore une fois, croire, c'est vraiment croire, c'est un peu donner carte blanche. Mais expérimenter, vous vivez votre truc, vous le ressentez et vous savez si vous avez vécu ou pas la chose. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai envisagé la chose. En tout cas, donc c'est une quête qui est spirituelle, qui est aussi sur le chemin, qui est aussi physique. C'est tout un ensemble. Et alors moi, ça m'a changé terriblement maintenant. Ah ouais? Ah mais carrément. Bah, déjà, t'étais déjà quand même bien dans le bain et ça t'a fait en changer en quoi? Parce que Bah, bah tu prends t'étais encore plus déjà sur le conscience. chemin, quoi, si tu veux. Ouais, mais tu prends encore plus conscience qu'il y a vraiment une. Ouais, j'en reviens à ça, qu'il y a vraiment une matrice. J'ai l'impression maintenant de voir le monde, tu sais, comme un spectacle de marionnettes, mais tu vois les fils. Ouais, C'est-à-dire d'accord, que ouais, pas mal. quand les gens s'énervent ou que les gens s'énervent pour des bêtises ou des machins, parce que moi je juge être des bêtises, bah tu te dis, mais relativisez les gars, hein, c'est du théâtre hein, tout ça. Alors bien sûr, il y a des événements qui sont tristes et qui sont horribles et machin, ok, ça je suis d'accord, mais je veux dire, les petits tracas de la vie quotidienne, ça me fait presque plus rien maintenant, ça me fait presque rire. C'est les gens qui, comme on dit, sont dans le mental. Eh ben, il faut sortir. Moi, je leur ai dit encore ce matin, parce que je me dispute des fois avec mes collègues, je leur ai dit, mais vous voyez pas plus haut que le sol. Levez les yeux, essayez de voir un peu plus loin que le bout de votre nez. Arrêtez de dire la viande c'est bon uniquement parce que c'est bon au niveau du goût. Essayez de savoir ce qu'il y a derrière la viande. Essayez de savoir. Si vous arrivez à concevoir que c'est un animal qui souffre ou que c'est un animal qui est capable d'aimer, un animal qui est capable de ressentir autant la peur que l'amour, tout ça, si vous arrivez à percevoir ça, si vous continuez à manger de la viande et que vous le savez, vous le faites en votre âme et conscience. Mais informez-vous. Voyez, c'est ça que je dis. Informez-vous, essayez de comprendre. Et si ça vous fait mal de vous dire qu'on tue des animaux pour finalement, qu'on peut remplacer la viande par plein d'autres choses, alors voilà. Mais essayez d'aller voir plus loin que le bout de votre nez. Moi, je suis plus là maintenant aujourd'hui. Dans Bah, c'est Mathieu ma... Ricard qui dit moi, je suis végétarien depuis 45 ans, je suis pas mort, je suis en bonne santé. Hein.
Donc, effectivement, Non, on mais dit toujours que les végétariens, il leur manque quelque chose et tout. En Inde, il il y manque la a viande, 500 ouais. millions, il y a 500 millions de personnes qui sont végétariens en Inde. Ils ne sont pas morts pour autant. Hein. Donc, Non, mais évidemment, on peut tout à fait vivre sans viande. Hein. c'est encore ce que je veux dire. Moi, j'impose rien. Je suis pas un ayatollah. Je dis pas il faut arrêter d'en manger ou si. Moi, au fond de moi, j'aimerais que les gens arrêtent parce que le jour où les gens comprendront qu'on peut pas avoir un animal sur ses genoux et l'autre dans l'assiette, sur le plan moral. Tu sais, prends un peu de hauteur. Imagine l'extraterrestre, il arrive sur Terre. Tu sais, il y a les porcheries. Tu as déjà vu une porcherie le long de la route. Tu sais, entre une porcherie et puis c'est concentrationnaire. Est-ce que c'est le bon mot que j'ai employé? C'est carcéral, en quelque sorte. Un extraterrestre qui débarque sur Terre, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a des animaux qui sont parqués là, qui ne voient pas le jour? Et puis pourquoi vous en avez dans la voiture, vous en avez sur vos genoux, puis les autres, pourquoi eux et pas les, tu vois? Ça n'a pas de sens. En Chine, ils bouffent les chiens et les chats. Hein. Oui, mais à la limite, ils sont logiques. Ça, c'est Moi, peut-être logique. moi, je connais bien les Asiatiques parce que mon meilleur ami, il est moitié vietnamien. Tu rigoles avec les Asiatiques. Et du coup, les Asiatiques, ils mangent. Alors, c'est marrant parce que ceux qui mangent du veau, de l'agneau, ils sont outrés qu'on mange du chat ou du chien. Et je dis, mais soyez logique. Vous mangez l'un, vous pouvez manger l'autre. Il n'y a absolument pas de problème. Si vous n'avez pas de problème d'éthique pour manger du veau et de l'agneau, vous n'avez pas de problème d'éthique pour manger du chat et du chien. Ah ouais, mais tu vois, c'est pas pareil. Je dis, mais non, prenez un peu de hauteur. Regardez, ces deux animaux, c'est la même chose. Voilà. Donc, ça y est, t'as une autre cause et t'es parti et ça prend l'occasion de faire Non, des c'est bonnes pas une autre émissions sur cause. Miasme TV. Ça, c'est bon. C'est pas une autre cause. Rennes le Château n'est pas une cause. C'est-à-dire que c'est Ouais. une passion. Ouais, si c'est une cause parce que j'aimerais quand même bien savoir maintenant ce qu'il y a derrière et j'aimerais vraiment que ça se sache, même si ça créera des grands bouleversements si on suit les prophéties. Mais ouais, non, mais la cause animale, c'est pas une cause qui en chasse une autre. Hein. Elles étaient là les deux. Il y en a une qui se termine et l'autre va pouvoir prendre plus de place. Et je vais essayer de faire, tu sais, le petit colibri. Je vais amener ma petite pierre, essayer de sensibiliser les gens. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah tant pis. Tant pis pour les animaux. En tout cas, moi, je l'applique à moi-même. Donc voilà, je peux expliquer que je suis en pleine forme. J'ai jamais été autant en forme à mon âge j'ai 37 ans, je suis plus en forme qu'à 25. Ah, le vieux. Ouais, je suis un J'ai vieux, ouais. 37. Ouais, je suis en forme. Je suis en forme. Non, mais en même temps, je pense qu'on n'aurait pas eu toutes ces perceptions avec les copains si on n'avait pas eu déjà cette méditation, puis cette hygiène de vie, comme tu disais tout à l'heure, le fait de se Non, c'est Mais après, évident. de toute façon, quand tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ta tête, ton corps va bien, tu te libères, enfin, tout suit en fait. Mais c'est d'une logique implacable. Hein. Vous prenez soin de vous, la nourriture étant notre première médecine, tu es bien, ton corps s'ouvre et tout s'ouvre. Et après, tu vois plus les choses. Ok, allez, alors si vous voulez bien, on va attaquer la dernière partie de notre interview. Ouais. Moi, Rudy, j'aimerais revenir sur la bande dessinée, sur le manga, Oui. à proprement parler. Donc déjà, toi, tu dessines depuis combien de temps? Tout petit? Toujours. Parce que j'ai Toujours dessiné, déjà petit, j'ai dessiné parce qu'en fait, je voulais plein de jouets. Et je suis un fan des Cités d'Or, hein, de la série. Bah, ben, on le voit bien derrière D'ailleurs, toi on le voit avec, très bien. Ah ouais, et comme par hasard, il cherche la Cité d'Or, hein, c'est quand même pas rien. Tu vois, comme quoi il y avait déjà l'histoire de la quête et du truc. Hein. Toujours est-il que j'ai dessiné parce que je n'avais pas certains jouets. Donc en fait, j'ai commencé à dessiner pour combler des manques. C'est comme ça que c'est venu. Bon, mon grand-père dessinait, sculptait, ma mère dessine, tout ça. Bon, voilà, c'est aussi dans la lignée. Mais voilà, moi j'ai commencé à dessiner pour combler des manques. C'est comme ça que c'est venu. Et j'ai donc toujours dessiné plus ou moins. Tu n'as jamais appris. Bah si, tu apprends en travaillant. Oui, mais tu n'as jamais pris de cours. J'ai eu quelques-uns au niveau des perspectives et des décors, mais après, c'est relativement instinctif. D'accord. Bon, Par travail, tu apprends en le faisant, en fait. Au niveau de l'instinct, tu te débrouilles plutôt pas mal parce que tu t'as mis des personnages, on va dire, connus, en tout cas que nous connaissons, que tu as croqué à l'intérieur de ta bande dessinée. Alors, déjà, le petit diable qui est là. Oh, c'est pas le petit diable. Alors, déjà, ce n'est pas le diable, parce que j'ai montré. Vous allez rire. Non, c'est pas Asmodée. Asmodée, c'est une construction. C'est jamais appelé Asmodée. Ceux qui disent ça sont des menteurs. Comment s'appelle-t-il? Voilà. Mais il s'appelle pas, c'est le diable. Et, tu viens de te dire le petit diable, tu me dis, ben non, c'est pas le diable. Non, mais lui, il n'est pas petit. Déjà, non. On l'appelle le diable, mais ce n'est pas le diable. C'est une statue du diable. C'est pas la même chose. Le diable, c'est autre chose. J'ai montré ce livre à un ami qui est musulman et il dit oh le chétan, le chétan. J'ai dit non, c'est pas le chétan, n'aie pas peur. C'est une statue qui est dans une église et qui représente le diable, mais c'est pas le diable. Et oui, bah voilà. Donc, mais Asmodée, non, il s'est jamais appelé Asmodée.
Alors, on peut lancer un appel. Celui qui prouvera qu'il s'appelle Asmodée, il est très bon. J'attends. Voilà. Et quand il a fallu trouver la tête de Saunière, eh ben, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai vu Yves Cara. Donc, c'est Yves Cara, la Bessonnière. Et voilà. Je suis hyper fier de ça. Et j'ai acheté le bouquin, tu me l'as envoyé, une belle dédicace et un super dessin perso. Alors, je sais pas si on le voit bien. C'est un dessin original, hein, c'est un dessin du livre. Hein. Ouais, dessin du livre original. Et, on le voit très bien. Je vais le encadrer et je vais le mettre sur mon mur parce que j'en suis très très fier. Merci Rudy, c'est super. Bon, de rien. Et qu'on voit J'ai montré ça à mes enfants, ils ont dit putain, tu dans un livre de tout. C'est trop bien, merci. Et quand on voit les deux à côté, c'est vraiment très très ressemblant. Et alors, ensuite, nous avons Philippe Marlin qui est dans la BD. C'est lui qui fait visiter le domaine de Rennes-le-Château. Alors, le pauvre Philippe Marlin, je lui fais raconter l'histoire romantique de Rennes-le-Château, l'histoire qu'on raconte aux touristes, qui n'est pas la vraie histoire. Mais bon, voilà. J'espère qu'il le prendra bien, puisque du coup, j'avais besoin d'un guide et je trouvais que Philippe Marlin, c'était le meilleur guide possible. Je l'habille un peu en templier, donc c'est marrant. On retrouve certains auteurs qui eux se reconnaîtront, des auteurs qui ont œuvré et qui ont écrit sur Rennes-le-Château. Voilà, c'est des petits hommages. J'avais l'occasion de pouvoir les glisser dedans. Et l'abbé Boudet, du moins c'est c'est un portrait. J'ai fusionné les 3 photos qui existent de l'abbé Boudet, puisqu'en fait aucune à mon avis n'est la bonne. Donc j'ai pris les 3 et ça a donné ce personnage un peu avec une bonhomie. Puis surtout c'est que je l'ai ressenti comme ça. Donc moi il m'est venu comme ça. C'est l'abbé Boudet. Donc après, si quelqu'un trouve un jour la vraie photo de l'abbé Boudet, on sera peut-être déçu, ce sera peut-être pas celui de la BD. Mais pour moi, il est comme ça, l'abbé Boudet. C'est avec les cheveux frisés, un peu randouillard, un peu pas naïf, assez intelligent. Et puis l'autre, c'est Jean Jourde. Alors Jean Jourde, je dis à ma femme, je dis mais il me faudrait un beau mec. Elle me dit t'as qu'à faire Richard Chamberlain dans Les oiseaux se cachent pour mourir. Donc voilà, c'est Jean Jourde, c'est un peu Richard Chamberlain avec la coupe. Alors, on peut dire Georges Clooney aussi, ou un truc comme ça. Ouais, mais bon, Les oiseaux se cachent pour mourir, ma mère adorant ce film, j'ai dit c'est un hommage. J'ai dit un livre, j'en ferai peut-être qu'un seul, malgré tout, parce que faut pouvoir éditer, ça c'est le bordel. J'ai dit j'en ferai peut-être qu'un, on va tout mettre dedans. Allez, on va mettre la totale. Donc, Et puis Yves, je t'ai mis en tant qu'abbé Sonnière parce que moi tu m'as fait voyager avec toutes tes émissions et voilà, j'avais envie de te mettre dedans. Donc c'est top. En tout cas, voilà, c'est très réussi. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement la bande dessinée, faut la lire en préface. Il faut lire ensuite le développement de tes recherches. Ensuite, vous relisez à nouveau la bande dessinée. Et là, vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de petits détails que vous aviez pas vus, qui sont à un moment donné démontrés au fil de l'enquête et qu'on retrouve dans cette bande dessinée. Alors, bien sûr, tu dis très, très clairement, c'est une caricature, c'est ma vision pour introduire l'histoire, etc. Mais moi, j'ai l'intuition que cette bande dessinée, c'est peut-être plus que ça, qui met beaucoup plus de choses que la caricature. Quand tu fais apparaître, on a l'impression qu'il y a une sorte de société secrète qui est là pour protéger le lieu, et on arrive dans une salle, alors tu vas dire je spoil, mais d'un autre côté, si je spoil pas un petit peu, on va pas pouvoir en parler. Bon, c'est vrai que c'est un attrait au Mystérieuse Cité d'Or, mais ça pourrait être très bien aussi des salles atlantéennes, tu sais, la fameuse bibliothèque. Bien sûr. En ce moment, il y a un livre là qui est en train de sortir, qui est sorti la semaine dernière en France, sur Boussegui, la fameuse bibliothèque atlantéenne qui est en Roumanie. Donc voilà, on a l'impression que... et puis on a Glosel aussi, qui est pas très loin en France. Bien sûr, ouais. Voilà, on a l'impression que tu fais référence à tout ça sous couvert d'une bande dessinée. Non, c'est mon imagination, les gars. Voilà, non, c'est-à-dire que tu sais qu'au début, cette bande dessinée, je voulais lui faire 310 pages parce que je voulais qu'il y ait le même nombre de pages que le livre de l'abbé Boudet. C'était un hommage. Alors, je fais mon hommage à l'abbé Boudet autrement en codant le bouquin. Parce que j'ai glissé des erreurs dans le bouquin, des fautes d'orthographe, des machins. Amusez-vous à les trouver et puis vous décodez. Et si vous trouvez, vous gagnez une planche de la BD. Yves a déjà gagné, lui, il a déjà son dessin. Mais au début, le projet, c'était une BD. C'était uniquement une BD et quelques feuilles annexes pour expliquer un peu les décodages, photos à l'appui, mais c'était pas plus. Puis, tu sais, dessiner une bande dessinée, c'est très très long. Surtout que j'ai tout fait tout seul, donc c'était vraiment galère. Et j'aurais eu un infographiste ou un mec pour les ancrages, on aurait fait 310 pages. C'était pas un problème, mais tout seul, c'est très très long. Et puis finalement, le texte prenant de plus en plus de place, la BD s'est réduite en peau de chagrin, en quelque sorte. Et je me suis dit, finalement, je vais tout condenser en faisant
Moi, je suis super fier de ma BD parce qu'en fait, elle est courte. 50 pages, c'est pas beaucoup. Elle est courte, mais il y a tout. Il y a Voilà, tout bien dedans. sûr. Une fois Et que tu as lu dedans, ça, on va. effectivement, pour reprendre le bouquin après, tu as raison, et tu redécouvres plein de choses. Tout à fait ça, exactement. Et il y a tout. Et dans la BD, il y a le Mhm. décodage. Il y a comment ils l'ont codé. Il y a même l'abbé Boudet qui réfléchit comment on peut coder. Il y a tout. Ouais, non, mais franchement, il y a tout. Et j'ai essayé de faire au mieux pour que les gens déjà aient une bonne approche de cette histoire. Et puis rendre les personnages. Et puis enfin les voir. Parce qu'il y a déjà eu des BD sur Anne le Château. Mais là, on les voit vraiment. Et on les voit sous un jour sympathique, je pense, quand même. Ouais, Ils ont une bonhomie, ils ont exact, leurs je suis états d'accord. d'âme, ils ont leur caractère. Et je ne veux pas dire que c'est une BD faite en canalisation, mais presque. C'est-à-dire que voilà, moi je les ai ressentis comme ça. On saura jamais, parce que finalement, ils sont tous décédés et puis on a très peu d'éléments sur eux. On saura jamais, mais moi je les ai ressentis tels quels. Et l'abbé Saunière, c'est un bon vivant, il joue au golf, comme Yves. C'est pour ça que ça collait bien. Moi, je sais pas C'est s'il a joué au exactement golf ça. là-bas, mais du moins ça collait bien. Et Si, puis, en tout cas, il a dû faire un trou pour mettre une tombe. Donc, c'est déjà un golf. mais en tout cas, la BD, elle se suffirait presque à elle-même parce que finalement, dedans, il y a les cartes, il y a toute l'explication du décodage. Donc, ça se trouve, la BD à elle seule, alors il n'y aurait pas les preuves étayées, mais la BD, si vous lisez que la BD, vous pouvez trouver. Voilà, tout est expliqué. Voilà, c'est Et ça. voilà. Et c'est pour ça que je dis, je pense que la BD est peut-être presque plus importante Ouais, vachement, que le vachement reste, même important. si le reste Ouais, démontre mais tout. Et c'est il ça qui fallait est, étayer. qui est important. Mais au niveau des messages, tout est là-dedans. Donc maintenant, bah, les gens liront, ils adhéreront pas, c'est possible. Voilà, moi j'ai essayé de faire le travail le plus honnêtement possible, avec le plus de preuves possible, pour éviter de m'en prendre plein le nez, mais en même temps c'est le jeu. Et puis voilà, moi j'ai essayé de faire le travail le plus honnêtement possible. Et j'ai cité tous les auteurs, j'en ai remercié plein, et c'est normal, c'est eux avant tout. C'est un ensemble. C'est pas moi tout seul. Non, on était quatre, on était trois, puis on était quatre. Et puis c'est une aventure humaine. C'est aussi grâce. Et puis c'est Nurea TV qui m'a donné la parole. C'est ce soir avec vous. C'est et ça prouve qu'en fait il y a toute une communauté de. Il y a plein d'acteurs qui font que bah, les choses arrivent à se savoir, à se véhiculer, à circuler. Et puis c'est les gens qui regardent. Enfin voilà, moi je veux remercier tout le monde. Mm. En, Je suis en pas tout dans cas, l'ego, enfin, je suis pas en disant c'est moi, c'est Ruby, machin. Non, on s'en fout de ça finalement. non, non, ça transparaît vraiment des interviews que tu donnes. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est qu'on sent bien que tu n'es pas là pour vendre de la camelote, pour te faire de la thune, pour te la péter. T'es pas du tout dans l'ego. Euh, t'es vraiment. Ouais, ce qui ressort de toi quand on ne te connaît pas, parce que c'est vrai que nous, avec Yves, même si on a échangé, on ne te connaît pas plus que ça, Mhm. c'est la sincérité qui ressort de la démarche. C'est pas là pour détruire, pour mettre un grand coup de balai derrière tout le monde et dire c'est moi qui ai la vérité. Non, non, voilà, mais tu étais là au bon endroit au bon moment, et puis tu as suivi le fil d'Ariane de cette histoire. Et puis ben, tu t'es senti comme mission de devoir la raconter pour qu'à un moment donné, voilà, euh, peut-être une parcelle de vérité ou la vérité, on verra bien, l'avenir nous le dira ce qu'il en est. En tout cas, ta démarche à toi, on sent très bien voilà, qu'elle est sincère. Et finalement, tout à l'heure, tu parlais de gens qui te critiquaient. Mais c'est normal, c'est le C'est jeu. normal, mais quelque part, on ne comprend pas pourquoi. Il y a pas de raison. À un moment donné, faut arrêter de critiquer. Souvent, Mais ça parce ressort, ça ressort. Il y a- on est vraiment dans un monde, et là, c'est un message que moi, j'aimerais réussir à faire passer à tous ceux qui nous regardent, c'est-à-dire qu'on est tous dans le même panier. C'est-à-dire qu'on est ceux qui sont à part parce qu'on s'intéresse à ces sujets-là qui sont des sujets en dehors de la normalité. Donc, on est déjà tous dans le même panier par rapport aux autres, à tous ceux qui sont dans la normalité, ou leur normalité. Donc, il faut arrêter de voilà, se faire ces guerres de clochers, que ce soit dans l'ufologie, que ce soit au niveau de Rennes Château, que ce soit dans la médiumnité, et qu'au contraire, on utilise tous nos capacités pour pouvoir élever le sujet et puis aller faire avancer tout le schmilblick, quoi. mais moi je suis C'est bien, content parce Antoine. qu'avec Pardon, il y a un peu d'utopie, Antoine, mais c'est beau ce que tu as dit. Mais parce Merci. que c'est vrai qu'ils se tirent tous dans les pattes. Tous, ils non, ont mais envie de. C'est moi qui ai la vérité, mais chez pareil, chez les médiums, les ufologues, machin, tout le monde pareil. bah, en tout cas, juste pour dire, c'est que j'espère que cette histoire maintenant que bon voilà, je pense que tous les décodages maintenant sont là.
Donc le mystère de Rennes-le-Château au niveau des décodages, c'est bon, on peut fermer le dossier. Euh, et j'espère que tous ceux qui avaient des trucs sous le boisseau, d'autres éléments et tout, les donneront finalement et mettront à jour. Ah ouais, ça peut Voilà. déclencher, ouais. C'est vrai. Et puis il y a un autre truc, c'est que, allez, j'espère, je vais encore dire, comme dirait Jacques Grimaud, lui à chaque fois ça sera dans les 6 prochains films, il fait que du happening, du machin. C'est très bien, c'est sa façon de communiquer, c'est un très bon communicant. Mais moi, je ferai qu'un one shot, c'est-à-dire qu'il y aura qu'un livre, peut-être un deuxième, mais je sais même pas parce que il se trouve que le site du crocodile s'aligne avec d'autres choses et se retrouve en plein centre du fameux pentacle qu'on retrouve dans Genesis. Alors ça, c'est rigolo parce que j'ai reçu un mail aujourd'hui d'un lecteur qui m'a montré, non pas d'un lecteur, il n'a pas lu le livre encore, d'un auditeur du Réa TV qui m'a montré les cartes qu'on trouve dans le livre en anglais de Genesis et me dit est-ce que ton crocodile se situerait dans la zone? Et en fait, il se trouve dans la zone du Pentacle, parce qu'il y a le Pentacle des montagnes. Donc, on peut penser qu'il y aura peut-être quelque chose de plus grand. Mais ça, je pense qu'un auteur vraiment bien là-dedans pour écrire un super bouquin, une fois qu'il a le crocodile, moi le crocodile, voilà, j'ai dit où c'était, maintenant s'il veut prendre cet élément pour continuer les travaux, parce qu'il se trouve qu'il y aurait même un alignement avec Gizeh, Cucugnan et je ne dis pas le troisième si vous avez trouvé. Tu feras ça dans une autre vie, voilà, tu te regardes, à 12 ans tu vois un reportage, hop, tu reprends sur l'alignement. Je laisse ça aux gens compétents parce que moi je suis ni historien, voilà. Mais en tout cas, quand je dis one shot, c'est-à-dire que tout ce que j'avais, j'ai tout mis dans le bouquin. Il n'y a rien qui reste. Donc, il y aura pas ce genre, parce qu'il y a des livres sur Rennes-le-Château où les mecs disent qu'ils ont trouvé un menhir avec un IHS, ils te montrent ni la photo, ils te disent rien. Donc le mec font que des happenings à tire-larigot et ils prouvent pas ce qu'ils disent. Donc ça n'a pas d'intérêt. Moi, malheureusement c'est mon côté juriste. C'est à la fac de droit, c'était comme ça. C'est vous dites quelque chose, vous étayez, il faut qu'il y ait les preuves. S'il n'y a pas les preuves, ça vaut rien. Donc moi, tout ce qui est dans le bouquin, il y a les preuves. Donc la personne qui ne sera pas d'accord, il a le droit. Mais les preuves sont là et tout est vérifiable. Donc voilà. C'est très peu interprétatif en plus. On montre le bouquin, voilà, c'est ça, il est là. Allez, on le montre. Et ce livre, hop, il a été édité, attention, à 500 exemplaires. Donc, si vous voulez la première édition, vous savez, celle qui tout le monde marche dans 50 ans, c'est celle-ci qu'il faut. Voilà. Donc, si vous voulez la trouver, ça se trouve sur Alors, Amazon, il est sur Amazon. Et aussi sur ton site. Non, non, j'ai pas de site. C'est croco.com. Non, c'est pas vrai. On peut me contacter sur Facebook, sur la page Rennes-le-Château les sources, il n'y a pas de souci. Ou alors sur Amazon. De toute façon, c'est moi qui fais les envois sur Amazon, donc à la limite, autant me le commander en direct parce que ça fait moins de frais pour moi. Mais après, les gens font comme ils veulent, il n'y a pas de souci. Et bientôt, il est aux portes de Rennes, donc la librairie de Rennes-le-Château. Ça marche très bien, il est sur site, je suis super content. Mon livre est à côté des grands auteurs de Rennes-le-Château, c'est génial. C'est une consécration quand même. Sans me mettre au même niveau qu'eux, mais je veux dire, c'est cool parce que mon bouquin maintenant fait partie de l'histoire de Rennes-le-Château. Cette histoire qui m'a passionné. Donc ça, c'est super. Et puis, il est donc aux portes de Rennes, sur Internet, ils ont eu un site Internet, sur Amazon, et puis bientôt, je vais envoyer un stock à Amazon, donc il y aura les envois premium, donc les gens savent ce que c'est. Donc voilà, il y aura le frais de port à 1 centime d'euro avec Amazon, donc c'est pas bon pour les librairies, je sais bien, mais quand on est en auto-édition, on peut pas vraiment se passer du circuit Amazon, c'est comme ça. Moi, je peux pas faire autrement. Parce que le monde de l'édition est un monde sans pitié, hein, Yves, tu dois savoir ce que c'est. Ouais, tout à fait, ouais, il y a un business model qui est bizarre. C'est-à-dire que si tu passes par une maison d'édition et l'auteur, il a 7% du prix de vente hors taxe. Ah, on te proposait 7, moi on me proposait bien moins. Alors c'est pour ça que j'ai préféré tout prendre à mon compte. Et du coup, ça m'a permis aussi de faire le livre à 21 euros, ce qui est quand même pas trop cher, je pense, parce qu'il y a quand même la BD, il y a quand même les photos. Le bouquin, il est joli en plus. Donc, moi j'ai. À éditer, c'est pas rien, quoi. L'éditeur, le fabricant, l'imprimeur, c'est un coût, ça. Hein. C'est un coût de fabrication, un savoir-faire, non? Tout est en couleur dedans, parce que tout est en couleur, ouais, attends, c'est énorme, c'est énorme. 21 euros, c'est rien par rapport au boulot. Non, ça, c'est pas grave, le boulot. Mais, 21 euros, je trouve que c'est un prix qui est correct, dans le sens que, voilà, tout est en couleur. Il y a des bouquins sur Rennes-le-Château à 28 balles, ou 30 balles. Les photos sont en noir et blanc, on n'y voit rien, enfin, c'est moche. Enfin, tant pis, je casse un peu je casse. Non, mais à un moment donné, c'est business. Moi, c'était pas forcément le but de déjà rentrer dans mes frais et puis faire connaître la vérité, ma vérité sur ce truc-là, en tout cas, voilà.
Bon, bah, écoute, c'est super. Quoi. Ça a été un bonheur. Et c'est toujours un bonheur de l'avoir. En tout cas, moi, il est sur mon bureau et je le regarde toujours. J'adore. Ok, donc Rudy, on va te remercier voilà, Bah ouais, c'est d'être livré à nous, qu'on puisse en savoir un peu plus sur toi. Donc je rappelle à tout le monde, regardez l'émission qu'il a faite chez Guillaume et Nora sur Nurea TV. Vraiment, voilà, ça C'est sera un un bon très bon complément de ce qu'on a complément. fait ce soir. Voilà, un très bon complément et de ce qu'on a fait ce soir et surtout du livre, de l'enquête qu'il a menée. Mais Rudy, on va te souhaiter une très bonne chance pour la suite et pour ton combat pour la cause animale. Bah ouais. Voilà, de toute manière, c'est. Plein d'idées, c'est super. Bah écoute, Aurélien, toi, ça a été un plaisir d'être avec toi ce soir. Merci d'avoir demandé que je sois là, parce que c'est toujours un bonheur. Ah ouais, je voulais Et Yves. puis, bah écoute, c'est top. Je voulais Et, Yves et Antoine, mais c'est vrai que Yves, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que se faire interviewer par Yves Carras, c'est grande classe quand même. J'espère bientôt pouvoir donner des nouvelles un peu à tout le monde et sur Miesco TV et ailleurs de ce que je vais faire en audiovisuel et puis Bah ouais, que on les espère. gens qui ont envie voilà, de me retrouver dans certaines choses pourront le faire. Donc voilà, je vous donnerai des nouvelles, je pense, d'ici un mois et demi. Ok, oui, parce qu'on a envie de te revoir, Yves, hein, et effectivement. D'ailleurs, C'est en j'en cours. profite pour rappeler hein, que tu as sorti Ah oui, voilà, Titane, voilà, qui est aussi commandable toujours sur BTLV, c'est ça toujours sur site BTLV à boutique. Voilà, il est probable que là. Je ne l'ai pas encore mis sur Amazon, mais je vais le faire. Moi, vous dites, ce soir, tu m'as convaincu. Je vais le faire. Si on peut faire les envois, si on peut faire les envois soi-même, c'est bien parce que moi, je veux faire les dédicaces à chaque fois. Donc ça, je Eh vais ben, le faire. tu peux le faire, ça passe. Bon, ils te prennent des frais, mais bon, c'est pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça fait partie du truc. C'est les intermédiaires hein, qui se servent sur toi, hein, de toute façon, en France. Ah ouais, bien sûr. Ils produisent rien, mais ils prennent. Hein. En tout cas, moi, Yves, ton livre Titane, moi, j'ai eu ma petite larme à la fin. Et je l'ai adoré. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Moi, je le lisais, je l'imaginais en BD, tu vois. C'est toujours comme ça. Ah ouais, complètement en BD, moi en livre. Un copain qui fait du théâtre, il m'a dit ça pourrait être une pièce de théâtre. Je dis ah pourquoi pas. Donc je vais lui donner demain, il va le lire et on va voir. Donc je vais effectivement comme toi qui est du visuel dessus, qui est quelque chose qui continue. Ah bah ouais. C'est vrai que mon livre, s'il pouvait vivre sous forme de film ou documentaire, ça serait formidable. Parce que un documentaire, ton truc. C'est d'abord un documentaire. C'est d'une évidence. Ah oui. Mais un mec comme David Gallet, tout ça, qui a le bouquin, je suis sûr que je connais bien David, c'est un ami, je suis sûr qu'il va partir sur quelque chose. Il a le livre. Il a acheté le sûr. livre, donc il va le lire et bah je sais pas, on verra les retours en tout cas. Mais On voilà. des idées. Bah alors pousse-le alors. Ouais. En tout cas, voilà, avis aux amateurs, si vous voulez soutenir Rudy et poursuivre cette aventure qui sera, à mon avis, extraordinaire, surtout si on aboutit sur la découverte d'un tombeau, parce que non seulement ça va chambouler un certain nombre si c'est le tombeau du Christ, hein, bien entendu, de dogmes, et puis c'est surtout que ça va prouver que Nostradamus, en tout cas ses prophéties. On fera des choses, hein. On fera des choses. Donc, c'est pas une mince affaire, hein, voilà, cette histoire-là. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, et puis je vous retrouve sur Miasme TV très bientôt. Salut à tous. Salut à tous.